Tu manges du ginseng, tu pètes le jet set, ça a aucun bon sens, ça te chaîne des lunettes, t'es jamais content de ce que t'as, renifle ailleurs tout le temps, ou l'os sera plus gras, t'es un chien, mange du ginseng, tu pètes le jet set, ça a aucun bon sens, qui court partout pour bâtir le plus des empires, t'hésiteras pas à hésiter encore longtemps. 3 janvier et les chiens fous sont poignés dans la glace. Alors, on a mis nos patins, mais patiner à 4 pattes, je vous le dis, c'est du sport en chien. J'ai levé mes essuie-glaces. Alors, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire des chiens fous. Alors, cette semaine, on vous a préparé une émission qui ne vous laissera pas de glace. Contre vent et verglas, le voilà. Ouais. Dans un état frigorifique. Donc, je commence tout de suite en faisant mon traditionnel tour de table et je commence ça avec Éric Dubé. Salut Éric. Salut Christian, ça va bien? Absolument. Bonsoir tout le monde. T'as passé une belle semaine? Oui, une très belle semaine. T'as-tu fait aller ton petit scraper pour... Oui, j'ai sorti la souffleuse un matin, très de bonne heure pour pas que tout soit glacé et que la souffleuse soit... Faut pas trop la faire forcer, hein? Hey, shit, non, effectivement. On a joué dehors un petit peu avec les enfants, on a fait des câlins, on a resté en famille, puis on a lu des livres. Sortez à l'extérieur pour faire des câlins? Vous pouvez pas garder ça dans... On a fait ça dans les câlins, puis dehors, on a joué. Ah, écoute, t'as quelque chose de spécial pour nous cette semaine. Oui. Un invité? Oui, un invité, c'est José Lévesque. En fait, c'est notre première entrevue au Chien Fou. Oui. Ça va être intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les auditeurs, l'an passé, j'avais parlé des ondes électromagnétiques qui pouvaient avoir un effet biologique sur le corps. Et puis, j'avais pas nommé José en tant que tel, mais j'avais dit que je connaissais des gens qui avaient cette problématique-là. D'avoir les effets négatifs des ondes électromagnétiques. Et José, c'est une personne qui souffre d'hyper-électrosensibilité. Et il va nous en parler, il va raconter son parcours. Ça va être très intéressant. J'invite tous les gens à écouter cette entrevue qui va être très intéressante. J'ai très hâte de t'entendre là-dessus. Et on a ensuite de ça c'est à 19h40, à compter de 20h. On a nul autre que notre sportif, notre grand sportif résident, et j'ai nommé Robert Sirois. Salut Bob! Et salut les gars, ça va bien ce soir? Ben oui. Toi, Saint-Adèle, comment ça se passe? Ça va très bien. Ouais. La pluie, de la neige, comme un peu partout au Québec. Pas trop glissant sur la rue Velquette? Écoute, c'est glissant seulement quand je promène mon chien. Je glisse un peu partout. C'est juste un petit cocker, mais un American cocker, c'est très très fort. Hein? Oh oui, ben oui. Je fais de la slide en arrière de lui. Est-ce que c'est Bob, est-ce que c'est America First? Il est en avant, là, puis il tire? Mais tu l'as-tu appelé Joe? Hey, Bob, toi, qu'est-ce que tu nous jases cette semaine, là? T'as des sujets, là? Tu nous fais-tu un retour sur ton sujet de la semaine dernière? Oui, je fais un petit retour là-dessus. Il n'y a pas eu beaucoup de développement, mais il y en a eu un peu. Et puis, je vais parler de PKP, son implication dans le sport au Québec, l'aide qu'il a apportée. J'en parlerai, là, parce que c'est important que les gens le sachent. Et puis, je vais parler aussi de nos auditeurs. On les oublie souvent, les gars. On ne parle pas dans le vide, finalement. Moi, je reçois des messages en privé, puis vous devez en recevoir aussi. Alors, on va s'adresser à eux ce soir. Puis ça se passe d'une idée qu'une dame, une de nos auditrices, m'a fait parvenir, que je pense qu'on va mettre de l'avant. Là. Alors, ça va être ça des sujets ce soir. Génial. Écoute, très hâte de t'entendre. Donc, dès environ 20h, 20h05, là, qu'on va avoir l'occasion de jaser avec toi. Continue notre tour de table avec M. Veilleux. Salut, je suis en train de regarder les nouvelles pour être capable de parler à la fin. Je suis au courant de rien. Oui. Là, tu as comme un retour de son. Un écho, un retour de flamme, c'est ça. Pour moi, c'est YouTube, puis la Radio Infocité qui sont en compétition, en concurrence.
Alors, non, c'est ça. Vers la fin de l'émission, mon Christian et les gars, si vous le permettez, j'ai interviewé quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez très bien, mais je ne veux pas qu'on le nomme parce qu'il ne veut pas être nommé. Et quelqu'un qui, pour moi, est un très grand tacticien et stratège en même temps. Oui. Malgré son jeune âge, pour moi, c'est déjà, il fait déjà partie, puis les auditeurs de Radio Infocité savent que je l'ai interviewé souvent. Juste en parlant de son âge, tu as vendu la mèche. Oui, c'est ça, mais il faut juste pas le nommer, les gars, ici. Sauf que j'ai eu un entretien, c'est-à-dire ça a commencé par les fameux réseaux sociaux, quant à la nouvelle où Pierre-Carl Péladeau, suite à une entrevue à Radio-Canada, l'émission du matin, là, se dit être en réserve de la République. Je voudrais juste dire aux auditeurs aussi que François Saint-Louis a passé des vannes à son journal du soir depuis quelques semaines parce que la source, c'est pas la même à qui j'ai parlé. Mais c'est une source qui nous avait bien et bien dit que c'était son intention à PKP de revenir dans la politique active. Parce que ce pourquoi j'ai voulu interviewer cette personne-là et je lui ai demandé de faire deux plans. Un plan, selon lui, ce que devrait faire Pierre-Carl Péladeau en tant que nationaliste indépendantiste et propriétaire de médias. Et deux scénarios. Un, s'il ne se lance pas en politique, et un autre, s'il devait se lancer. On parle pour les élections qui s'en viennent. Donc, c'est de la politique, de la réelle politique que je vais vous faire à la fin de l'émission. En tout cas, je ne sais pas si je suis à la fin. Oui. Je vais faire ma chronique. Mais je veux quand même solliciter ta contribution et ton opinion. Oui, je serai là. Je serai là toujours là. Tu donnes une saveur, une certaine épice qui est fort appréciée. Pour ma part, mes petites nouvelles et mes petits éditoriaux de début d'émission. Alors, je vous parle des sujets qui suivent, c'est-à-dire, moi aussi, je vais vous parler naturellement de Pierre-Carl Péladeau qui est en réserve de la République. Ensuite de ça, je vais vous parler de la presse canadienne et, naturellement, du journal quotidien, maintenant, la presse électronique des Marais, qui est parti sur une chire assez particulière avec un texte qu'ils ont publié hier. Je veux vous parler aussi de German et Jamali, donc les deux présumés terroristes, en fait, qui ont été acquittés au palais de justice il y a de cela environ 3 semaines, 1 mois, qui ont été recrutés comme consultants pour un organisme faisant la promotion de la déradicalisation. C'est tellement... Ils sont je suis pas préparé, mais je peux en parler un bout aussi là-dessus. Ils seront payés, modeste somme, une somme symbolique en tant que consultant. Donc, on va s'en parler. J'en reviens pas. Avec les deniers publics. Ensuite de ça... ça vient pas des poches à Justin? Non? En fait, je vous ferai la nomenclature complète. Ensuite de ça, un article qui est venu me chercher de Martineau sur les surdoués. Alors, on parle souvent des jeunes qui ont des troubles de concentration, des jeunes qui ont des problèmes d'apprentissage, des jeunes qui ont des troubles de comportement, mais on parle rarement de jeunes qui ont des problèmes de douance. Ils sont complètement... Ça devient un problème. Ça ne devrait pas être un problème. Mais ça devient un problème de notre système. Et il faut qu'on en parle un petit peu. Alors, c'est clair que c'est un sujet que je vais aborder avec vous. Et si j'ai le temps, seulement si j'ai le temps, parce qu'avec les sujets qu'on s'entend que qu'est-ce que je viens de vous présenter, c'est quand même du lourd. Je vais vous parler d'un article que j'ai lu dans le Toronto Sun sur les services secrets canadiens qui sont autrement plus inquiets que Justin Trudeau sur le retour d'une 60aine de djihadistes de l'État islamique qui ont combattu en Syrie et qui s'apprêtent et qui ont déjà commencé, soit dit en passant, à revenir en sol canadien. Alors, on part l'émission sans plus attendre. François Baroblique Télésino. Baroblique Télésino. C'est bon. Faut avoir une culture de Bobino et Bobinette.
Alors, il y a une entrevue qui s'est donnée par Pierre-Carl Péladeau à Catherine Perrin, à l'émission Médium Large à Radio de Radio-Canada. Et c'était quand même très intéressant d'entendre à nouveau le chef, ou l'ancien chef, évoquer donc la possibilité d'effectuer un retour. Ben, c'est pas la première fois qu'il le dit, on en a parlé à de nombreuses reprises dans le passé, mais cette fois-ci, il le dit clairement que il y songe et très très sérieusement. Et Claude, tu nous en parlais un petit peu tantôt. Tu m'as dit que tu voulais garder ça pour la fin. Ben ça, c'est la partie stratégique. La partie réelle politique, mais on peut en parler quand même tout de suite. Okay. Là, c'est sûr. Mais il paraît même que sa fille lui a dit que là, il est temps qu'il retourne, il remette ses pantalons. Ses pantalons. Qu'il retourne. qu'il remette ses patins. J'espère que c'est pas un vrai lapsus. Non. Qu'il remette ses patins puis qu'il retourne sur la glace. Excusez, c'est le lapsus. Il mangeait un coin de table à la maison, il avait hâte de faire de la politique. Sa fille, il a dit retourne faire de la politique. Mais vous avez entendu comment s'est débrouillé Élysée là-dessus? C'est-à-dire, vous savez, quand ça arrive, hein, quand tu es chef et que quelqu'un d'autre cogne à la porte comme ça, il y a une seule façon de faire pour celui qui est en position de faiblesse comme chef. C'est de dire que cette personne-là est bienvenue. Bien entendu, pas pour prendre sa place, mais cette personne-là est bienvenue. Et Élysée a fait comme il devait faire là-dessus. C'est-à-dire que tu gardes tes amis et tes ennemis par devers toi, c'est-à-dire très près de toi. Et on sait très bien que même quand on est allié à l'intérieur d'un même parti politique, on peut être des adversaires aussi. Absolument. Hein. Puis, c'est un secret pour personne. C'est un secret de polichinelle entre Élysée et PKP. PKP et Élysée, ça sur les flamèches, idéologiquement, puis là, on parle pas de référendum pour référendum, on parle simplement pour beaucoup d'autres sujets. Ils ne s'entendaient pas sur tout. Hein. Sur bien des choses à l'intérieur du caucus. Sans faire d'euphémisme. C'est ça. Moi, je me suis commis pas mal en ce qui concerne Pierre-Carl Péladeau. J'ai ma propre vision de ces choses-là, de ce que j'aurais aimé que soit Pierre-Carl Péladeau. Il y a ce qu'un politicien peut nous offrir et il y a ce qu'on aimerait qu'il puisse nous offrir. Surtout en termes que c'est pas une mince tâche, pas simplement de redresser le PQ, mais d'avoir ce qu'on appelle un vrai plan de pays. Moi, en gros, ça fait longtemps que je le dis, quand j'ai vu qu'il ne se décollait pas de Daniel Turp, pour moi, c'est l'ennemi numéro 1. C'est le sous-contractant numéro 1 de l'indépendance du Québec. Puis là, on s'adresse à nos auditeurs, puis ils peuvent pas trop comprendre comment ça se fait, tu sais, c'est quoi ces guerres internes-là entre indépendantistes purs et durs et les plus mous, puis les référendistes. Donc, c'est toujours à recommencer. Sauf que moi, ce que j'espérais, pour faire être très bref là-dessus, c'est que Pierre-Carl Péladeau arrive très, très préparé la première fois qu'il est arrivé. Puis là, on s'est bien rendu compte qu'il arrivait pratiquement seul. Ça, ça ajoute à mon problème quant au retour de Péladeau. Je ne me prononce pas pour ou contre. Là. Il y a quelque chose qui m'embête, Claude, puis je vais te le dire bien franchement. Là, je me demande si c'est un bon move pour PKP de se lancer avec le PQ dans la présente campagne électorale. S'il ne devrait pas plutôt attendre un petit peu, attendre que les élections passent. Regarde, c'est plate ce que je dis là, OK? Mm-hmm. Mais il faut se rendre compte qu'il y a encore un autre sondage qui est sorti hier. Tu me dis, les sondages, ça vaut ce que ça vaut, puis ça change d'une semaine à l'autre. Mais il y a une tendance là, qui existe, puis qui est de plus en plus lourde, puis qui est de plus en plus forte. La CAQ se maintient en 31, 32, 33%. Le PLQ, généralement, se classe entre 30 et 33% aussi, mais juste derrière la CAQ. Et là, le Parti québécois poursuit sa dégringolade sans cesse. On est rendu à entre 18 et 16% d'intention de voix. Il est rendu ce que QS était quand QS était au top. C'est-à-dire qu'on est à deux doigts de voir le PQ disparaître, en tout cas comme parti reconnu à l'Assemblée nationale. Il y a deux scénarios. Il y a le scénario où le PQ fait quand même bien en étant troisième, là, peut-être. Là, bon. Et d'autres, c'est sûr, ils vont espérer qu'on... Bon, dans un contexte comme ça ne devient pas des vœux pieux, en quelque sorte. Si rien ne change, là, vous savez, il y a ce qu'on appelle en chinois les believers. Là,
qui vont toujours continuer à lutter. T'as les Dreamers aux États-Unis, puis t'as les Believers. C'est ça, exactement. Puis là, bon, il est possible de gagner pour le PQ et je peux jamais reprocher ça. Tu peux pas, juste sur des pronostics, vu que ça va pas bien, pour cette simple raison-là, décider de quitter le navire amiral qui est le PQ. Tu sais, quand tu es péquiste et que tu y crois, tu peux pas dire « Ah, les sondages sont pas bons, on lâche tout ça. Ah, » Mais tu prends un gars comme Pelado. Si on revient à... Tu prends un gars comme Pelado, là. Présentement, là, il sait de l'interne maintenant comment ça marche la machine. Il était chef. Il était là pendant plusieurs mois. Il voit les avantages, mais il voit aussi les inconvénients. Il voit la fragilité actuelle du modèle que constitue le Parti québécois pour l'option indépendantiste. Est-ce que ça pourrait pas être plus intéressant pour lui, puis peut-être plus souhaitable d'attendre que les élections passent, qu'il arrive ce que beaucoup s'attendent à ce qui arrive, c'est-à-dire une déconvenue majeure de la part du Parti québécois, et sur ces bases-là, refonder quelque chose de nouveau, qui aura une structure politique peut-être plus conventionnelle, plus traditionnelle, et d'où le pouvoir émane du haut vers le bas pour éviter les luttes intestines, parce que c'est ce qui a déchiré le PQ dans les dernières années. Éric, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Oui, ben j'ai hâte d'entendre Claude là, sur sa stratégie, parce que moi, ce qui m'a toujours interpellé par rapport à Pierre-Carl Pelado, c'était le fait qu'il était propriétaire de Québécois. Ça, je pense qu'il faut vraiment qu'il règle cette partie-là du problème, parce que tu peux pas reprocher à Jessica de faire de la politique puis à la presse de faire de la politique quand toi, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même être logique aussi, là. Je pense que ça va jouer aussi, parce qu'eux autres, ils vont la jouer là, au total. Ah ben ça, c'est sûr que... Les médias de masse, ils vont aller contre Pierre-Carl Pelado parce qu'il est propriétaire de Québécois. Et ça, je pense qu'au niveau éthique, au niveau juste... Je pense que... Fait que j'ai hâte de voir... oui, c'est ça. Ben, c'est sûr et certain que... Moi, j'avais pensé à quelque chose, je sais pas si c'est ça que tu vas parler, mais tu sais, comme Québécois a eu beaucoup de subventions de l'État, peut-être qu'il pourrait mettre Québécois, je sais pas, changer le boss de Michael Sebia, tu sais, quand mettons, le Parti québécois prend le pouvoir. Après ça, ça pourrait être l'État, c'est ça. Ben, je sais pas, je pense qu'il y aurait moyen de... Qu'ils puissent choisir les propres gestionnaires. T'es-tu obligé de mettre Brian Mulroney à la tête du CA? Exactement, aussi. Je comprends ça, c'est un autre problème. Je comprends que ça, c'est un geste qui était posé d'abord et avant tout pour tenter de ramener, pour tenter de restaurer, de donner des chances, par exemple, à la Ligue nationale, en fait, Québec, de ramener un club professionnel à Québec. Je pense que c'était ça la manœuvre. Oui. Mais maintenant que ça s'annonce de moins en moins probable... Mais vous savez, quand on veut faire un pays, là, c'est ça, vous allez me dire, là, c'est l'ancien premier ministre du Canada, fédéraliste, tout ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on veut faire un pays, il faut s'allier avec la bourgeoisie. Hein. Puis oui. on a toutes les avenues possibles. Là, je parle pas pour Pierre-Carl Pelado nécessairement, là, mais pour tous ceux qui voudraient réellement, mais on parle de réellement faire de la réelle politique, comprendre ce que c'est que faire un pays. Il faut, par exemple, s'éloigner de ces sujets-là qui te préoccupent. Ouais. Je sais que ça peut te préoccuper, non, je comprends. Mais quelqu'un qui fait son plan correctement, il s'en fout, il les envoie promener, tout le monde, puis il se fait élire. Tu comprends? Ouais. Je le sais que ça... Un peu comme Trump, tu veux dire. On dit un peu comme Trump, mais c'est pas Trump qui a inventé ça. Non, je sais. On a vu ça tout partout, en France, en Italie. Ça veut pas dire que ces politiciens-là ont fait de grandes choses, nécessairement. Mais c'est quelque chose de tellement facile à faire, mais il faut juste le comprendre. Mais là, on touche à autre chose. Puis j'aimerais ça ajouter à ça, faire un petit pas derrière, si tu as le temps, Christian. Vous êtes au courant, tout le monde, de la sortie. Ben, finalement, c'était dans une émission à Télé-Québec, là, vous savez que Télé-Québec, c'est l'endroit pour les gens de leur radio, de Radio-Canada, de faire de la télévision. Ouais. Vous avez remarqué ça depuis des années. C'est pas pour rien. Hein? Ceux qui sont pas capables de se trouver... Tu connais la chanson? C'est l'autre télévision. C'est ça. Donc, Télé-Québec offre des tribunes télévisuel à des chroniqueurs et des animateurs de Radio-Canada, radio qui n'ont pas pu avoir une plage sur la télé, une tribune sur la télé de Radio-Canada. Et vous êtes au courant de Gabriel Nadeau-Dubois, ce qu'il a dit. Que pour obtenir de l'attention, il l'a avoué très candidement, et moi je suis très
très respectueux. Et ça vient pas de GND à la base. Hein. Moi, GND, dans le fond, il a répété à haute voix le procédé qui était appliqué par Amir Kadir, par Françoise David. C'est ça. Mais il a annoncé ça. Mais il a avoué. Il a annoncé ça comme un constat. Mais il faut le dire, les auditeurs ne savent pas encore de quoi on parle, ceux qui pourraient nous écouter de Hong Kong. Là. C'est-à-dire que vous avez le Parti québécois qui est le parti de centre-gauche. Okay. On a le Parti libéral, le Parti de centre, centre-droit, tout ça. Les partis ont tendance à vouloir passer à la gratte pour être au centre. Et là, on a un nouveau parti nationaliste, fédéraliste, tout ça, qui pointe entre les deux, qui divise, qui s'appelle la CAQ, qui divise le vote de centre, centre-droit, centre. Et vous avez un parti de gauche qui a ses assises surtout à Montréal, mais vraiment un parti de gauche comme de la nouvelle gauche qu'on entend, là, qui dépasse cette idée de la gauche ouvrière, la gauche détestable, moi, ce que j'appelle. Et ce parti-là a comme, c'est bicaméral. Vous avez comme deux chefs, là, finalement. Je ne sais pas qui serait le premier ministre, deux porte-parole. Vous avez Manon Massé, une espèce de chose, là, je ne sais pas si c'est une transgenre, c'est très, 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 c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, il y a ça, et on a... À la limite, moi, je trouve qu'elle imite particulièrement bien la moustache de François Bénard. Et on a Gabriel Nadeau-Dubois, qui est celui qui était l'étudiant à la tête des Carrés Rouges. D'accord, une des trois figures les plus imposantes des étudiants lorsqu'on a eu les grèves universitaires contre les hausses de frais de scolarité et tout. Et lui, il est rendu à Québec solidaire. Et il est passé à la télévision, puis il a avoué très candidement que QS, s'il veut le Québec solidaire, ce parti de gauche, là, s'il veut de l'attention médiatique, il n'a pas le choix que d'attaquer le Parti québécois, qui est un parti de centre-gauche. D'accord? Et il a même dit, et on obtient de l'attention médiatique, d'autant plus qu'on l'attaque avec force. Alors, c'est simple. Ce que tout le monde savait, c'est-à-dire la clientèle de QS, elle ne va pas le chercher au centre-droit ni chez les libéraux. Elle va chercher sa clientèle au sein du PQ. De ceux qui sont à gauche au PQ et qui trouvent que le parti est trop centre ou centre-droit même. Alors, il avoue cela, mais tout le monde le sait. En politique, tout le monde sait ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai dénoncé avec vigueur la stratégie du Parti québécois d'aller faire la drague à Québec solidaire. Ça les a encore plus tassés vers la gauche. Et donc, c'est en train de faire en sorte que ceux qui sont centre-droit, quittent aussi le navire. Il y a d'autres raisons que l'abandon de la souveraineté et tout. Et si on revient avec l'entrée de Pierre-Carl Péladeau, pour moi, la seule avenue, c'est de recentrer ce parti-là, de l'envoyer un peu plus à droite. On ne parle pas... Tu sais, il faut lâcher gauche-droite comme on le connaît, là. C'est-à-dire un parti plus forcément de centre-droit, parce que le monde, il se gouverne comme ça. De toute façon, le PQ, quand il prend le pouvoir, il le gouverne au centre-droit. C'est sûr, avec des positions idéologiques qui sont bien différentes du Parti libéral et de la CAQ ou quoi que ce soit, là, d'autres partis comme ça, mais ce n'est pas assez pour la gauche. C'est vu comme un parti qui trahit la gauche. Alors, d'essayer de passer la gratte pour le PQ au centre-gauche, ils se sont vraiment... Et moi, c'est ce que je dis depuis le début. C'était une erreur qui les a menés exactement où ils sont en ce moment. Il y en a qui vont évoquer d'autres raisons. Moi, ce que je leur dis, non. C'est à 90% la plus grosse gaffe qui trahissait tout ce que le mandat du PQ de se positionner pour un électorat qui n'obéit pas au mantra de Radio-Canada. Il faut comprendre que Pierre-Carl Péladeau, s'il voulait revenir, il faut qu'il trouve un moyen pour que le PQ ne soit plus le joujou de Radio-Canada. Écoute, excellent. Moi, bien dit. Oui, absolument. Tu me parles de Radio-Canada, moi je vais te parler de la presse. OK? Ça va ensemble. Alors, c'est la même gang. Là. Il y a une belle entente. Jessica Desmarais, Radio-Canada, c'est la même gang. Dans le journal La Presse hier, écoute, il y avait un article de journal, en fait, qui provenait de la presse canadienne. Et je vais te faire la lecture de la première partie, puis je vais t'inviter à me commenter ça par la suite, tu me diras. Donc, le titre, c'est « La vision du monde optimiste et ouverte des Canadiens remise en cause ».
La réputation du Canada en tant que pays entretenant une vision du monde ouverte et optimiste, contrairement à la montée du pessimisme et du nationalisme un peu partout sur la planète, se trouve remise en question par les résultats d'une nouvelle enquête. Les résultats d'un sondage mis sur pied par la firme Écosse, on devrait appeler Bécosse, et la presse canadienne indiquent que bon nombre de Canadiens entretiennent des opinions profondément en accord avec certains courants très sombres du monde. C'est capoté. Moins de la moitié des Canadiens se retrouvent du côté ouvert de l'indice conçu par Écosse et la presse canadienne, un outil qui vise à mesurer le mouvement populiste au pays. Le reste de la population épouse une vision très fermée par rapport au reste du monde, où se retrouve à la frontière entre les deux tendances. Ce groupe d'indécis représente une partie potentiellement volatile et changeante de l'opinion publique. Le sondage, mené auprès de 12 500 personnes, visait à évaluer le point de vue des Canadiens par rapport à celui des électeurs qui ont appuyé deux des résultats populistes les plus étonnants des dernières années, soit l'élection de Donald Trump et le Brexit. Ces deux résultats sont interprétés comme la conséquence du mécontentement d'une partie de la population mise de côté par les transformations technologiques, culturelles et économiques. Une population qui cherche à reprendre une forme de pouvoir en bousculant le statu quo politique et en favorisant de nouvelles approches draconiennes. Est-ce que le Canada pourrait faire face aux mêmes enjeux? La question demeure en suspens. Selon les résultats du sondage, 46% des Canadiens affichent une ouverture d'esprit. Donc, ils sont ouverts, ça, c'est positif à le progrès. 46%, on entend de là, ça. Et donc, une ouverture d'esprit face au reste du monde et face à leurs concitoyens. Les taux les plus élevés ont été observés en Colombie-Britannique et dans les provinces de l'Atlantique. Cependant, 30% des Canadiens sondés disent ressentir un sentiment d'insécurité quant à l'avenir économique et culturel. Le sentiment est particulièrement fort en Alberta et en Saskatchewan. C'est pas le Québec. Shocking. It's not the Quebec. What's wrong? Les quelques 25% restants présentent des opinions mitigées. Alors, le questionnement maintenant sont, voulez-vous qu'on relève le pont-levis? Que pensez-vous des gens qui n'ont même pas la même couleur de peau que vous? Incroyable. Que pensez-vous de l'importance de la contestation? Doit-on vivre dans une société ordonnée ou plus chaotique et créative? Ça, c'est le genre de question qui était posée aux gens qui ont été sondés. Ouais. Absolument. Et ça n'a pas de bon sens. C'est orienté. Ça, c'est, oui, c'est dirigé. Et ça se poursuit de la sorte. Moi, je vais arrêter la lecture parce que je sais pas... Vous n'êtes pas là pour m'entendre vous faire de la lecture, bien que j'aie une voix mélodieuse. Tu mets la table à quelque chose d'important aussi en lisant ce texte-là. Là. Même si tu t'es arrêté là, tu nous en as donné assez. Mais c'est assez simple. Là. Vous savez, où c'est qu'on a voté le plus fortement pour Justin Trudeau? In Québec, en Ontario. Puis dans les Maritimes. Ah, les Maritimes? Oui, les Maritimes. Donc, sauf si on met l'Ontario puis le Québec, si on prend les Maritimes, c'est une région traditionnellement plus libérale, et aussi à la traîne, hein? C'est-à-dire quémandeuse d'Ottawa parce que c'est pas économiquement le cœur du Canada. Quand tu parles de l'Alberta et de la Saskatchewan, là tu parles d'un autre... c'est le Western Canada. C'est le pétrole, la potasse et tout, et c'est forcément un peu plus conservateur comme population qui est là. Si tu prends par exemple au Québec, ben nous, ce qui nous a fait voter pour Justin Trudeau, c'est la gang de petits péquistes mous. Non, mais c'est vrai. Faut l'avouer, c'est comme ça. Les petits péquistes mous qui travaillent à Radio-Canada se sont, par haine et détestation de Stephen Harper, se sont mis à vraiment voir en Justin Trudeau là, un sauveur pour aller redonner en plus de l'argent à Radio-Canada. Je me souviens clairement que l'autre d'un de leurs arguments de vente pour prendre Justin Trudeau, c'était simplement de dire, vote Justin, de toute façon, il ne rentrera pas. C'est l'NPD qui va rentrer. C'est Mulcair qui va rentrer. Fait que regarde, tu votes Justin, de toute façon, tout ce que ça va faire, c'est venir comme amener un gouvernement minoritaire NPD. Fait que ça vaut la peine, là. Les libéraux ne rentreront pas. Ou si jamais il n'est qu'à rentrer, ils vont rentrer minoritaires. Mais c'est quand même, Trudeau, lui, c'est rien. Mais la machine libérale, c'est le parti qui a fondé le Canada et toutes ses provinces, sans aucune exception.
Ouais. C'est-à-dire, même Ouais, si oui. on dit que Johnny MacDonald, c'était il faut comprendre que c'était un conservateur, c'est que si on prend juste le Québec, puis là, je vais l'appeler province, d'accord? Mhm. Oui. La province de Québec, c'est le Parti libéral. Mets du gros caractère gras, là. tu sais. Tous les partis. Pour faire dresser poil, c'est Mais bas nos tous auditeurs. les partis, province. mais sans aucune exception, même l'Union nationale a un lien avec le Parti libéral. Hmm. Ouais, parce que le Parti libéral, c'est une association avec les défroqués libéraux. Là. Oh, D'accord? Donc, tous les partis sont issus du Parti libéral. Donc, on est encore plus fortement, nous, au Québec, dans ce qu'on appelle le libéralisme progressiste, ce qu'on a nommé, toi, les libératardés. Ouais. Si on prend au Québec, là, les médias sont strictement libéraux. Tous libéraux, autant de philosophie que de partis. Même s'ils font semblant, même si tu penses, là, tu regardes Radio-Canada puis tu dis, hey, lui, là, il a déjà dit qu'il n'y avait rien contre l'indépendance. Guillaume Lepage, c'est un libéral. Tu sais, ce sont des libéraux. Dès que tu as un média qui exprime une opinion plus conservatrice, plus nationaliste dans son essence, automatiquement, les médias libéraux, mainstream, qui se dépêche de venir dire qu'on fait de la fake news, par exemple. Tu sais, un petit peu notre cas, hein? Faut se le dire, là, on est un média peut-être un peu plus conservateur parce qu'on est des nationalistes. Mais tu sais qu'on jasait de ça, moi et quelques amis, de nos jours, dans la société dans laquelle on vit, un être intelligent, politisé, cultivé et réactionnaire. C'est plate à dire, là. Mais avant, vous savez, être réactionnaire, là, c'est très péjoratif. Tu sais, quand en France, un réac, c'est quelqu'un qui est contre les immigrants, puis qui est contre ci, puis qui est contre ça, puis qui est contre tout, finalement, un teigneux, un chialeux, là, puis qui veut que rien change. Bon, non. Mais être réactionnaire, c'est la seule position valide de nos jours, surtout avec ce qui est véhiculé par la gang de libertardés, la gang de libertardés, c'est ça. Ce qu'ils avancent, l'agenda dont ils font la promotion n'a aucun bon sens, mesdames et messieurs. Vous savez, j'ai pas le cégep encore, là, mais j'ai quelqu'un qui m'a raconté. C'est tout récent, ça. Juste de vous donner un peu le genre de société dans laquelle on est en train de nous fabriquer, là. Et son ami, c'est un professeur de cégep. Puis je me souviens plus, il me l'avait dit, le cégep, mais je me souviens plus du cégep. Ils sont en train de penser, c'est pas au point encore, là, ils sont en train de créer dans ce cégep-là ce qu'on appelle un safe space, là, un espace sécuritaire. Et attention, écoute-moi bien, c'est-à-dire, on va déterminer un sigle que... Sig-Heil? Non, mais un signe que tu peux faire avec tes mains, genre un triangle dans un rond avec tes doigts, là. On va déterminer un signe que tout élève ou tout étudiant va pouvoir faire quand il se sent brimé. Par exemple, quand tu vas être dans un cours, ça vient des recteurs et ça vient de l'organisation du cégep. Ben, le recteur, ça vient du cégep, là. Donc, quand, par exemple, supposons un prof ou un étudiant, un élève va donner des propos qui sont, en passant, qui seraient un peu plus conservateurs. Hein, c'est ça que ça vise. C'est clair. Okay. C'est clair. Anti-libétardé. C'est incroyable. Cet élève-là du monodiscours. C'est ça, du monodiscours, de la doxa, et voilà. Il va juste à faire ça. Et le professeur va être tenu de s'excuser lui-même, de demander à celui qui a professé ces paroles-là de les retirer. C'est incroyable. Mais c'est déjà commencé, il y en a qui a mis en demeure c'était comme ça, scolaire, parce qu'il avait confisqué son... Ah oui, est-ce que tu as vu, il y a une vidéo qui a fait surface hier, ou c'est avant-hier, sur les réseaux sociaux, d'une gang de crises de folles à l'UQAM. Oui, c'est ça. Okay. Puis ils pleurent ensemble contre le patriarcat. Là, non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est comme elles avouent que les hommes blancs sont des êtres profondément racistes. Même ceux qui ne sont pas racistes sont racistes. Et le monde se porterait tellement mieux si les hommes blancs cessaient d'exister. Alors tout ce qui est blanc
par définition, est entaché de racisme. Alors, c'est ce dont ces jeunes femmes font la promotion. Mais ça, je me méfie un peu. Parce que je l'ai vu la vidéo, puis j'ai pas vu la vidéo complète. Tu sais, j'ai pas vu la contextualisation avant, puis même en allant sur la vidéo originale, on voit pas la contextualisation. Je te dirais, monsieur Éthique, regarde, que on va dire je t'invite à aller voir, il y a des extraits qui sont plus importants, qui sont disponibles sur... ce que je voulais dire, là, c'est que si c'est effectivement le discours, je l'ai entendu, si effectivement le discours est celui qu'on entend, si ça représente bien ce qu'on entend, effectivement, ça n'a aucun bon sens. Effectivement, puis je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas une plus grande levée de bouclier que ça. Mais en même temps, s'il n'y a pas une plus grande levée de bouclier que ça, c'est-tu parce que c'est pas su ou c'est parce qu'on n'a pas tout le contexte? Certaines universités commencent à faire des plans d'intervention. Là. Par rapport à... Ben, t'es enseignant. Ce que tu disais tantôt. Tu as des élèves, tu as des plans, tu dois tenir compte des plans d'intervention, le tiers de temps de plus, etc. Il y a des plans. Ben, ça commence à l'université. Oui, à Cambridge. Ça commence à l'université. À Cambridge, il y en a un pour les filles en mathématiques. C'est ça, la société libétardée qu'on dénonce. Toute l'intersectionnalité n'est que la pointe de l'iceberg. Mais faut faire attention, cette façon de rendre le monde mauvais et médiocre, il faut que ça cesse. Et on est parti de cette discussion-là. Tu as amené cette nouvelle-là, Christian. On est parti avec Pierre-Carl Péladeau. Oui. Mais en même temps, le politicien qui va vraiment être capable de lancer un pavé dans la mare, il va aller siffler la fin de la récréation. Moi, je n'attends que cela. Et c'est pour ça que je reviens à Donald Trump. Même si on l'aime pas, même si c'est un goujat, même si c'est un douchebag, je suis américain. Avec les choix qu'on me présente, je vote pour lui. On n'est pas allé assez loin. C'est ça qu'il faut il va falloir que les libératardés comprennent. Ils ont qu'à venir ici puis dire Claude Veilleux, méchant capoté, ça. Oui. Ouais, ben, viens ici, viens t'installer, on va jaser. Non, ils voudront pas. Tu n'as pas moyen de parler avec eux autres. Tu vas dans les milieux de travail, tu les écoutes parler, puis ils te ramassent ce qu'ils ont écouté par Anne-Marie Dussault la veille. Mais c'est ça. C'est ça ce que tu décris là. Ce que tu décris là, c'est un discours qui est anti-intellectuel. Et je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas plus, justement, d'intellectuels qui prennent position à ce niveau-là. Parce que tu le sais, c'est clairement anti-intellectuel. Tu empêches les gens de parler. Il y a de la censure qui est institutionnalisée présentement à tous les échelons. Mais ça, tu te rappelles que je sais que Normand Baillargeon, tu sais, je me souviens quand il y avait un clip il s'est prononcé un peu. Il y avait ça n'aurait pu aussi parce qu'il s'est fait tellement rentrer dedans. Il reçoit des menaces. Il reçoit des menaces. Il s'est fait tellement rentrer dedans. Puis lui, il faut comprendre aussi qu'il est parti de l'université. Il aurait pu rester plus longtemps là. Il est parti de l'université parce qu'il se faisait harceler. C'est quand même incroyable. Non, mais il était plus capable de ce milieu-là. Là. Donc, c'est un milieu où on engage les gens à dire que le politique va s'occuper de tout. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, on nommera pas la personne, là. Elle sort dans la MeToo, puis balance ton part, tout ça, pour dire « Ah, moi aussi, Gilbert Rozon m'a fait une agression sexuelle il y a 20 ans. » Et là, on parle de quelqu'un de très populaire qu'on a vu entre ce 20 ans-là et maintenant, au moins 1000 photos où ils sont en train de souper ensemble, puis à rire, puis à s'embrasser. Tu sais, à un moment donné, il faut que la personne dise « Oui, mais j'avais pas le choix. Lui, il était plus puissant que moi dans le milieu. » C'est comme Oprah et Weinstein. C'est ça, je devais me fermer la gueule. Mais à un moment donné, il faut que mettre les gens devant leurs responsabilités. Il faut que tu perdes ta job. Tu risques de la perdre en te tenant debout. Claude, merci. On passe une pause publicitaire et on vous revient avec la chronique Santé, Société, Environnement d'Éric Dubé. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30. Avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. C'est Point de bascule. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h
Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi, 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com. Tu sais, la beauté de la chose, Éric, là, c'est que François, il aime tellement mon thème. Il l'adore. Qu'il la met à toutes les sauces. Ouais. Okay, puis quand c'est pas ça, c'est notre thème musical des Chiens Fous aussi qui était excellent, hein, la chanson. Donc, puis la chanson... La traverse, les Chiens Fous. Okay. Écoute, bon, là, ce soir, tu nous as réservé un invité, donc... Oui. C'est une entrevue intéressante qu'on va faire en direct ce soir avec quelqu'un qui est un spécialiste en matière d'ondes d'électrosensibilité. C'est ça, hein? En fait, je dirais que lui, il souffre d'électrosensibilité. Il s'appelle José Lévesque. On va le contacter bientôt, mais juste pour mettre les gens en contexte à la maison, comme je disais tantôt quand j'ai présenté... Pour l'entrevue. En fait, c'est ça, c'est la première fois qu'on passe en entrevue à quelqu'un, au Chien Fou. C'est ça, ben, l'objectif de l'entrevue, moi j'avais déjà parlé l'an passé des effets des champs électromagnétiques sur le corps humain. Et ça avait soulevé un petit peu de tollé, hein, je pense, ici à la table. Ben, écoute, les gens étaient... Mais moi, je vais t'avouer candidement que j'ai à l'idée la série télé Better Call Saul. C'est un avocat donc de l'Ouest. Que j'ai pas encore vu. Et son père est sensible aux ondes électromagnétiques et il s'enferme dans la maison. Okay. Et les seules fois qu'il sort, écoute, il se fait comme carrément un chapeau en aluminium pour sortir à l'extérieur. Puis... Ben, écoute, mais écoute, Christian, José Lévesque, c'est la personne vraiment bien avisé pour te parler de ça. Ben oui, je suis curieux. Parce que, écoute, moi j'ai rencontré José parce qu'on a milité tous deux contre les compteurs intelligents quand Hydro-Québec a voulu a imposé ça à tout le monde. N'a pas voulu imposer. Moi, je suis encore un résistant. J'ai mon vieux électromécanique. On s'en est parlé avec José dernièrement. Fait que, est-ce qu'on a José en ondes? Ben, c'est ce que j'allais dire. Oui, José devrait être en ondes, enfin. Salut, José. Bonjour. Hey, salut. Ça va bien, José? Ça va bien, et vous autres? Oui, ça va super bien. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, José. Christian Derry à l'appareil, donc des Chiens Fous. Très heureux de t'avoir avec nous. Et je te laisse aux mains expertes d'Éric. Donc, il va t'interviewer. C'est ça, écoute, José, ce que je disais tantôt il y a à peu près 30 secondes avant de te parler, c'est que pour mettre la table un petit peu, là, c'est ça, et l'objectif de l'entrevue, c'était un peu de faire connaître les effets des champs électromagnétiques sur le corps humain. Et toi, comme électrosensible, je voulais qu'on en discute puis que tu nous racontes un petit peu c'était quoi ton quotidien à toi? Fait que j'aimerais ça que peut-être que tu nous expliques un petit peu c'est quoi l'électrosensibilité? Est-ce que t'es... ça va faire plaisir de vous informer là-dessus. Oui. Et dans le fond, l'électrosensibilité, c'est quand ton corps commence à réagir à des champs dits champs électromagnétiques, c'est-à-dire les ondes des appareils sans fil qui nous entourent. Il y en a que ça va être des champs électriques, donc ils vont être embêtés par des équipements électriques ou électroniques qui
qui sont près d'eux. Puis d'autres, ça va être des champs magnétiques, donc des transformateurs, des lignes haute tension, des équipements qui dégagent beaucoup. Ça, tu parles des hautes fréquences et des basses fréquences, j'imagine, hein? Oui, c'est ça, exactement. Donc, les champs magnétiques et électriques, ça va être des basses fréquences. Oui. Puis les ondes électromagnétiques, les appareils sans fil, on est généralement dans les hautes fréquences. OK. Puis toi, dis-moi donc, José, comment est-ce que tu as découvert? Parce que moi, je suis au courant, mais pour expliquer aux auditeurs, parce que comme je disais à Christian, on avait déjà eu une discussion autour de la table et j'ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui étaient un petit peu sceptiques. Et toi, que tu réponds quoi à ça? Tu sais, quand quelqu'un te pose des questions, tu es un petit peu comme incisif, puis là as-tu des preuves? Parce qu'on en entend de toutes sortes. Hein, j'imagine que tu en as entendu de toutes sortes, fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Toi, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu réponds aussi à ça? Bien, en fait, compte, au début, ça a commencé avec des symptômes que je pouvais pas reconnaître. Mon métier, c'est technicien en télécommunications puis informatique. Puis je suis un fan fini de technologie. Donc, on part dans les années 80 avec la radio amateur. Okay. Après ça, on monte en 95 avec Windows 95, les ordinateurs. Puis je suis devenu technicien, et ainsi de suite. OK, fait que toi, là, José, là, t'étais un gars qui baignait là-dedans, là, tu sais, fait que tu connais ça, là, c'est pas, c'est vraiment... J'aime ça, mettons. C'est ça, OK. J'aime vraiment ça, puis c'est encore le cas aujourd'hui, là. J'aime vraiment ça, là. OK. Fait que dans Oui, vas-y. Ouais, dans les années 2005-2006, j'ai installé des centrales téléphoniques dans plein de grands magasins que vous connaissez, puis des institutions financières. Puis j'ai installé des centrales téléphoniques, puis aussi des antennes pour des téléphones sans fil, puis des téléphones sans fil. Fait que je faisais la programmation de ça. Okay. Fait que mon quotidien, c'était vraiment avec la techno. Jusqu'à temps qu'avec mon cellulaire, à un moment donné, j'ai fait un appel. Puis là, ça a été plus clair. Puis j'avais souvent des symptômes de fatigue, puis je manquais des journées de travail, je savais pas pourquoi. Puis un jour, j'ai pris mon cellulaire, puis quand je l'ai mis sur mon oreille, puis j'ai fait send, ça a été vraiment une brûlure dans mon oreille. Okay. Puis après ça, ça faisait mal. J'étais plus capable d'approcher mon cellulaire de mon oreille. Fait que ça a été la première chose qui a attiré mon attention. Pour moi. Il s'est passé combien de temps à peu près entre les premiers symptômes où ce que peut-être tu manquais des journées de travail et le moment où ce que tu as vraiment tu t'es questionné par rapport aux effets peut-être ou tu sais que c'était peut-être la cause de le cellulaire ou la surexposition? Le cellulaire me faisait mal. Autour de 2006, le cellulaire me faisait mal, mais je pensais que c'était juste mon oreille qui était trop sensible, mettons, au son qui était aigu ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas fait le lien à ce moment-là que c'était les ondes elles-mêmes. Puis au fil du temps, quand j'allais faire des installations, je revenais chez nous le soir, puis j'étais fatigué, j'étais vraiment à terre. Le lendemain matin, j'avais de la misère à me lever, j'avais le cerveau dans le brume, puis je comprenais pas ce qui se passait. Puis jusqu'à temps que, au fil du temps, à un moment donné, j'ai dû arrêter de travailler. J'avais plus d'équilibre, j'avais des bourdonnements d'oreilles intenses, qui c'était invivable. Fait que j'ai fait un arrêt d'une couple de mois. Puis quand je suis retourné, j'ai repris mon cellulaire, j'ai repris mon laptop, puis j'ai recommencé à m'installer des antennes, puis les symptômes sont revenus. Fait que là, c'est là que, autour d'en 2007, j'ai fait comme « Wow, je pense que il y a peut-être quelque chose avec ça. Je vais poser des questions sur Internet. » Puis finalement, sur Internet, j'ai commencé à trouver des communautés de gens qui avaient ce problème de santé-là. C'était plus en Europe, c'était plus ailleurs dans le monde. Mais il y en avait plusieurs. C'était pas une communauté. C'était plein de blogs ici et là de gens qui se plaignaient d'avoir des douleurs quand ils étaient en présence d'appareils sans fil. OK. Puis là, si on regarde, hein, tu parles de 2006, 2007, on sait très bien que le boom technologique a commencé en 2006-2007, hein? Oui, c'est ça. Vraiment. Tu étais vraiment dans le pic au niveau bombardement de champs électromagnétiques. Et là, tu me parles un petit peu de ton historique, mais toi, comme électrosensible, José, là, ton quotidien, là, à tous les jours, là, comment ça se passe? Parce que, tu sais, les gens en général, là, les champs électromagnétiques, il n'y a pas de problème avec ça. Mais toi, pour toi, là, une personne qui a vraiment une problématique avec les champs électromagnétiques, c'est quoi ton quotidien à tous les jours? Qu'est-ce que tu prends comme précaution avec tes collègues, si tu as des collègues, ou avec ta famille, qu'est-ce qui se passe?
Je dirais qu'à partir de 2010, c'est là que le boom des technologies sans fil a lieu. C'est à partir de 2010 que tout le monde a un iPhone, une tablette, un router Wi-Fi. C'est là que les gens s'équipent avec les nouvelles technologies. Puis, 2 ans plus tard, on avait les compteurs intelligents. Fait que c'est à partir de là que c'est devenu vraiment plus compliqué. Fait que j'ai quitté mon emploi que j'avais, puis j'ai parti mon entreprise, qui est toujours en télécommunication, mais je ne fais plus de sans fil. Fait que, dans le fond, les clients que j'ai, c'est des gens qui sont souffrants comme moi quand ils sont près des équipements sans fil, ou des gens qui ont décidé dans leur vie de modérer leur consommation. Fait que ça me permet de choisir en partie où je vais. Okay. Sauf que quand je sors de ma maison, c'est sûr que partout c'est en Wi-Fi, partout mon temps est compté. Les effets secondaires sont là, sont tout le temps, tous les jours. Je dois avoir des vêtements de protection. Je vais avoir des lunettes qui vont réduire la pénétration des radiofréquences dans le cerveau. Puis, je suis obligé de me protéger comme ça. Puis, ce que ça fait, ces protections-là, ça va m'étirer dans le temps. Ça veut dire que je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir aller faire mes commissions. Mais quand je reviens chez nous, je reviens toujours avec un mal de tête puis les oreilles qui bourdonnent. Okay. Dépendamment comment je me suis exposé dans la journée, parce que je suis obligé de faire des choix, comment je me suis exposé, quel client que j'ai accepté de faire, les conséquences vont durer, les conséquences vont varier dans le temps selon ce que j'ai fait. Donc, si j'étais d'une place que le Wi-Fi était très fort, j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais finir la job pareil, là, ça va aller. Ben, le lendemain, j'ai des grosses pertes de mémoire, puis j'ai mal à la tête, je saigne du nez, parce qu'il se bat de la pression dans mon cerveau. Oui, c'est ça. Le cerveau, il enfle, puis il n'y a pas de place pour enfler dans une boîte crânienne. Fait qu'à la place, ça va écraser, puis là, ben, je vais perdre mon intelligence, puis je vais perdre mes capacités pour une couple de jours. Oui, il y a même une étude là, que tu m'avais envoyée. C'était un peu ça ma question, en fait. J'avais une petite question, c'est-à-dire François Bénard, notre technicien. Technicien de mauvaise humeur aujourd'hui parce qu'il y avait des problèmes de son, mais tout est revenu à la normale. Mon cerveau n'est pas enflé. Non, écoute, je me demande, officiellement, je veux dire, c'est quelque chose, comment est-ce qu'on nomme ça, puis comment est-ce que c'est recensé, ça, présentement? Je veux dire, si je vais voir mon médecin, peux-tu avoir un diagnostic de ça? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est-tu quelque chose qui est répertorié? C'est-tu un syndrome? On parle-tu d'une intolérance? C'est un peu compliqué. On va parler d'intolérance au champ électromagnétique. On va parler d'électrosensibilité ou d'électro-hypersensibilité. Donc, c'est les noms qui vont être employés. Il y a le système aussi qui est employé, c'est le syndrome d'intolérance au champ électromagnétique. Mais est-ce que c'est quelque chose... Tu sais, mettons, je vais voir mon médecin, là, puis que j'aurais des symptômes que je décris, puis qui ressemblent aux tiens, puis je vais voir mon médecin. Est-ce que ça va faire partie de son barème? Est-ce que ça va faire partie de son analyse? Est-ce que ça pourrait rentrer dans son diagnostic? Ou c'est quelque chose qui n'est pas encore accepté par, je vais dire, le Collège des médecins? La communauté scientifique. La communauté scientifique, oui. C'est un peu ça qui se produit. Un peu partout dans le monde, il y a des médecins qui vont se risquer à donner des diagnostics. Il y en a quelques-uns au Canada qui en ont eu, comme moi j'ai eu une évaluation qui a été faite par un médecin de la santé publique. Mais ces évaluations-là sont légèrement contestées par le Collège des médecins. Oui, c'est ça. Puis les médecins qui se sont essayés d'aider des électrosensibles, ils ont vite eu des reproches. Oui, il y en a quelques-uns. Puis, à un moment donné, ça finit compter les noms parce que sinon... Donc, c'est quelque chose qui est encore très, très marginal. C'est très, très marginal. Puis, pour mettre un petit peu, pour complémenter un peu l'information et à ta question, François, je voulais te parler du docteur Bellepomme, là, justement, qui est en France, là, qui a une poursuite du Collège des médecins à cause de ça. Le docteur Bellepomme, lui, ça fait plusieurs années qu'il répertorie beaucoup et qui comprend la problématique des champs électromagnétiques. Et lui s'est fait un petit peu rabrouer par l'Ordre des médecins en décembre dernier. Fait que, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a plein de conférences et d'articles que M. Bellepomme a fait là-dessus. Toi, pour continuer sur cette vague-là, toi, tu prends ça comment quand que la communauté scientifique ou la communauté scientifico-médico, eux autres, politico, oui, parce que
On parle de globalisme. En même temps, je pense que c'est un peu normal que ce soit, étant donné que c'est quand même un phénomène qui est relié à une technologie qui est quand même nouvelle. Je dis nouvelle, là, peut-être pas plusieurs décennies, mais quand même, sur le plan de l'humanité, c'est assez récent. Oui. Le Wi-Fi et tout ça, là, il y a 10 ans, on n'en avait pas autant. Là, fait j'imagine que c'est un mal qui est nouveau, là, qu'on est en train de découvrir. C'est ça. Comme je disais tantôt, vu qu'il y a un boom au niveau technologique, éventuellement, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir cette problématique-là. Il y a Claude qui a une question pour toi. Je ne sais pas si c'est pour moi ou... Oui, c'est... salut José, Claude Veilleux à l'appareil. Petite question. Quand tu as eu tes symptômes, puis ensuite, tu as pu identifier que c'était vraiment que tu étais hypersensible. Oui. Je sais, moi, que quand il y a j'ai eu dire que des gens commençaient à se plaindre de ça, c'est qu'à un moment donné, on entendait, puis là, on n'entend plus. On entendait des scientifiques, des chercheurs dire qu'au-delà de certains degrés d'onde, il n'y avait pas de problème. Mais s'il y a des problèmes à un certain degré, pour la majorité, c'est peut-être qu'une minorité reste sensible. Donc, est-ce qu'il y a quand même encore des chercheurs qui ne refusent pas d'aller de faire de la recherche là-dessus, là? C'est-à-dire sur les degrés de réception, là? Des chercheurs, il y en a. Des chercheurs qui ont de l'intérêt, il y en a. La documentation, il en sort de la nouvelle à tous les jours, un peu partout dans le monde. Okay? Fait que la volonté scientifique, elle est là, c'est que la volonté scientifique a besoin d'argent. Puis c'est là que ça se garde. Parce que ceux qui ont fait des vraies tentatives, ils ont perdu leur financement. Exactement. Puis au niveau des médias, à tous les jours, il sort des nouvelles sur les gens électrosensibles, l'électrosensibilité, les examens qui ont été réalisés, toutes les nouveautés sur le sujet. Il y en a partout sur la planète. Mais au Canada, trouvez-moi un journal de grande envergure qui n'appartient pas à une compagnie de télécommunications. C'est ça. Pas une accusation, c'est juste comme un hasard. C'est un grand hasard, là, mais les grands journaux, les grands magazines, les stations radio, ça a tout été acheté par les compagnies de télécommunications. Même si c'est ça, mais pour... encore là, pour faire en complémentarité avec ce que tu dis, José, on a monsieur Paul Héroux. C'est Paul Héroux qui avait passé au pharmacien l'année passée, tu te rappelles? Oui. Bon, c'est ça. Moi j'ai fait une chronique là-dessus. Et, le pharmacien avait été vraiment un petit peu baveux dans ses commentaires envers monsieur Héroux qui travaille d'arrache-pied tout seul, parce que justement, il n'y a pas d'appui, là. C'est un monsieur, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui parce qu'il va contre vents et marées, contre tous les préjugés qu'ils peuvent avoir envers lui. Et il a même prouvé le lien entre ce qui provoque la leucémie, les basses fréquences, et les champs électromagnétiques de basse fréquence et la leucémie. Lui, il a prouvé, fait que ça l'a questionné, ça l'a amené un peu plus loin en disant, mais si les basses fréquences peuvent provoquer des cancers, mais ça veut dire que les hautes fréquences peut-être aussi. Et il y a beaucoup d'études. Quand on pense à la méta-étude de 1800 études de bioinitiative, Oui. Tu sais, tu en as entendu parler souvent. Ça, c'est beaucoup de chercheurs à travers le monde. C'est M. David Carpenter, je pense, qui a chapeauté ça avec d'autres chercheurs. Oui, c'est ça. C'était un grand scientifique qui a travaillé sur le sujet. Oui. Mais maintenant, l'industrie le boude lui aussi. Oui, c'est clair. Mais ça pourrait être intéressant, par exemple, d'avoir peut-être éventuellement cette semaine, on pourrait mettre les liens de quelques études, justement. L'année passée, j'avais mis le lien sur le site. C'est Christian qui l'avait mis. L'étude de bio-initiative, là, qui est souvent comme en anglais, là, c'est sûr, là, mais il faut faire un peu de recherche, mais quand même, ça vaut vraiment la peine. Et David Carpenter, que Hydro-Québec n'a jamais voulu interviewer à la régie, ça te rappelle? Oui, exactement, c'est ça. Puis, dans une rencontre privée, pas privée, mais s'il y avait un débat à Sainte-Anne-des-Lacs pour une antenne cellulaire, puis il y avait le docteur Plante d'Hydro-Québec qui était là, qui défendait les antennes de Rogers qui devaient s'installer là-bas. Puis, il avait fait justement un aparté sur ce scientifique-là pour dire qu'il s'était accoquiné avec la femme de... Fait que finalement, il l'a écrasé dans une conférence publique
Fait que, c'était le même médecin qui parlait contre lui à la Régie de l'énergie là, quand il y a eu le débat des compteurs. Oui, le débat des compteurs. Et M. Plante, je pense qu'il a déjà travaillé pour Roger, hein, ça se peut-tu, ou une compagnie de télé? En fait, il défend les compagnies de cellulaires pour l'implantation des tours. C'est-à-dire qu'il va aller dire qu'il n'y a pas de danger pour la santé. Fait qu'il y a comme un intérêt, hein? Écoute, il est contractuel pour Hydro-Québec puis les autres compagnies. Écoute, il reste à peine 3 minutes, ça passe tellement vite, José, c'est super intéressant. Ouais. J'aimerais ça t'entretenir. J'ai une dernière question, puis je pense qu'on va en avoir pour les 3 minutes au complet. Dernièrement, j'ai vu un reportage, une entrevue au Franc-Tireur, et je me suis questionné beaucoup parce qu'il y avait une journaliste, c'était un reportage sur les voitures intelligentes. Tu sais, on en parlait de l'intelligence artificielle la semaine passée, je pense qu'on a parlé de ça la semaine d'avant. Oui. Moi, j'avais parlé de ça la semaine passée. Et puis, il y a une journaliste qui disait, écoutez, moi, ça fait 17 ans que je suis dans le métier, que je couvre tous les salons de l'auto un peu partout à travers le monde, et je n'ai jamais vu tous les acteurs, les compagnies d'assurance, l'État, tous les gens au niveau de l'industrie qui sont tous sur la même longueur d'onde au niveau des voitures intelligentes. Et je me questionnais sur les antennes 5G, les antennes qu'ils veulent mettre là éventuellement sur les abris d'autobus un peu partout en ville et dans les villages. Comment tu vois ça, José, toi qui es un électrosensible, qui pense que ça peut être un petit peu problématique pour toi? Oui, bien, c'est problématique pour moi. Puis si on pour tout le monde aussi. Oui, bien, il y aurait un grand nombre de personnes qui seraient sensibles aux radiofréquences. Puis ça va des choses simples au mois de tête quotidien, l'insomnie, l'anxiété. Tu sais, quand ta vie va bien, puis que tu as tout pour aller bien, puis que tu es en burn-out, tu sais pas ce que tu as, ben peut-être que c'est ton exposition au sans-fil qui te rend malade. Et je dis peut-être, ça veut pas dire que c'est ça. Mais par contre, tu peux faire un test, puis tout débrancher ta vie du sans-fil, puis voir si ça va mieux. Ça se peut que ça remonte. Nous, on l'a par expérience parce qu'on connaît beaucoup de gens électrosensibles. Mais des gens comme ça, il y en aurait 10% de la population qui aurait des symptômes, quand même sérieux, 3% qui ont des symptômes très sévères, comme moi. OK. Fait que 3% des Québécois, ça fait beaucoup de monde. Quand même, quand ces même. gens-là, si on leur met une antenne de téléphonie à tous les 3 poteaux de lumière dans leur rue, il n'y aura pas de place pour aller rester puis avoir la tranquillité. Tu sais que moi, j'ai une terre pour me reculer l'été, là, je peux m'en aller à ma terre. Il y a des compteurs intelligents, mais sont au moins à 2000 pieds de ma résidence. Tu sais, le signal a le temps d'affaiblir. Okay. Il n'y a rien qui rentre là-bas. Et si on arrive, on met sur le coin de mon terrain une antenne 5G, ben il n'y a pas moyen de m'en sortir. J'ai plus de place où me cacher. Ben surtout si on cherche à terre pour tous les électrosensibles. Okay. Hey, écoute, c'est tout le temps qu'on a, José. C'était tellement intéressant. Écoute, je pense qu'on aurait pris quasiment 15 minutes de plus. Tu me permets de prendre 10 secondes pour parler de quelque chose de bien important. Oui, super. Qui est le rassemblement Électrosensibilité Québec. Oui. Donc, c'est un regroupement. C'est des citoyens électrosensibles et non électrosensibles qui se sont ralliés pour former un regroupement. Puis ce regroupement-là a pour but là, de répertorier les électrosensibles. OK. Puis des aider, de favoriser le regroupement, l'échange entre eux autres, de reconnaître et de défendre leurs droits parce qu'on veut se faire reconnaître. Est-ce que j'imagine que c'est facile à trouver sur Internet? Non, mais moi, ce que j'allais proposer, M. Lévesque, c'est... en fait, l'émission est présentement postée via Facebook. Je ne sais pas si vous avez un compte via Facebook. Si c'est le cas, oui. Je vous inviterai à ce moment-là à aller sur radioinfocité.com et sur le site Facebook de Radio Infocité. L'émission est là présentement en direct et d'aller coller le lien directement de votre association dans la section commentaires en dessous, là. Ça nous fera plaisir de vous le reposter pour vous faire une publicité. électrosensibilitéquebec.com. Génial. T'es super gentil, Puis, José. j'aimerais ça aussi, je ne sais pas si vous êtes au fait de cette invention-là qui a été inventée en France il y a de cela quelques années, mais il y a une technologie alternative au Wi-Fi qui s'appelle le Li-Fi ou le Li-Fi.
Donc, Oui. c'est l'Internet par lumière. Je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant de vous entendre là-dessus, peut-être dans une entrevue, dans une prochaine, oui. dans une prochaine, si le cœur vous en dit. Certainement, ça va me faire plaisir. Ben, on vous souhaite une excellente soirée, puis merci d'avoir été avec nous. Merci, José. Merci Bonne à vous. soirée. Bye-bye. Merci. Merci, bye. Bye-bye. Alors, on passe à une pause publicitaire et on vous revient dans 2 minutes avec Bob Siroir. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. C'est Point de bascule. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry. Vous écoutez radioinfocité.com. François Bénard qui monte directement au filet. Moi, je veux les droits de cette musique. Elle est excellente, elle est vraiment excellente. Si j'avais pu acheter ça au Britannique qui a composé ça, puis la revendre à Radio-Canada ensuite parce qu'il demandait des prix de fou. C'est épique. Eh oui. Et là, on a entendu c'est correct. Donc, on est en train de... Non, mais c'est parce qu'on est en train de rejoindre notre chroniqueur émérite, qui n'est nul autre que Robert Bob Sirois. Salut, re-salut Bob. Écoute, bonsoir. Salut Bob. Écoute. Là, tu nous parles de PKP, parce que là, c'est un changement de dernière minute, parce que moi, quand on s'est jasé tantôt, tu m'as dit, dis-moi, je vais revenir sur ma chronique la semaine passée, sur la fédération du hockey junior, qui voudrait avoir une internationale de hockey, junior qui était intéressé à avoir comme une équipe québécoise qui serait disposée. Puis là, tu nous arrives avec quelque chose d'autre sur Pierre-Carl Pelado, puis je trouve ça intéressant. Puis justement, ça s'inscrit. C'est comme la soirée Pelado ce soir. Je sais pas, il y a comme un momentum. C'est dans l'air. Il y a comme un momentum qui est en train de se bâtir, on dirait, autour de ça. Là. Je vois des nouvelles. J'ai Martin-Joseph Lamontagne qui publiait, entre autres, comme l'éventualité où PKP pourrait se présenter prochainement dans une circonscription qui va être vacante aux prochaines élections. Et donc, toi, tu voudrais nous parler de quoi? Écoute, tu parles de Pierre-Carl Pelado, je voulais vous parler de Pierre-Carl, mais là, il vient d'environ 45 minutes, il vient de sortir de quoi sur sa page, les gars? Oh! J'ai pas été voir. Ouais. Hey, t'as pas vu les gars, tout ça? Les gars, ils sont tous rapprochés de l'ordinateur et du micro pour... C'était drôle. C'était vraiment drôle. C'est drôle parce que je suis en train de penser à ça, là, de ce que je voulais dire à propos de Pierre-Carl. Puis,
Je suis en train de fouiller sur Facebook et puis j'ai des alertes sur certaines personnes, puis dont Pierre-Carl. Puis c'était marqué à l'instant, Pierre-Carl Pelado vient de publier quoi. Vous voulez que je vous le dise, les gars? Ah ouais donc. Ben oui. Fait que quand il publie lui-même un article de journal, puis qu'il reprend des phrases de l'article, voici. Pierre-Carl Pelado, il y a 2 heures maintenant. Ben, ça fait à peu près 1 heure et demie. Ce matin, ce fut un plaisir d'échanger avec Catherine Perrin sur le grand projet Philanthropie culturelle de Québécois, qui a 10 ans cette année. Ça va être le numéro. Ah oui, j'ai aussi parlé de mon intérêt pour l'actualité. C'est le cas pour plusieurs Québécois et Québécoises et ma passion pour le Québec, son développement et son indépendance. Bonne écoute. Pierre-Carl Pelado revient, les gars. Pierre-Carl Pelado ne ferme pas la porte à un retour en politique. C'est sa 2e fille, sa petite fille de 9 ans, qui lui a dit « Papa, il faut que tu retournes en politique. Le Québec a besoin de toi. » C'est clair, c'est bon, hein? Ben oui, c'est oui. La semaine dernière, il faut que tu te présentes. Il faut que tu y ailles. Elle a 9 ans. Je ne sais pas si je vais suivre ses conseils. Mais il s'en vient, les boys. Il s'en vient. Je ne vais pas sortir de là. Moi, je voulais vous parler de Pierre-Carl parce que ça a directement relié avec le sport. Au mois de septembre 2016, à peu près 1 an et 4-5 mois, il y avait au Québec le championnat du monde de hockey-ball réunissant 16 nations, 16 pays, dont le Québec comme nation. Et la Fondation Québec, le groupe Coupe Burroughs et moi-même, on cherchait du financement pour nos 3 équipes. Une équipe homme, ce qu'on appelle homme senior, 18 ans et plus, équipe femme, 18 ans et plus, et équipe homme master, 45 ans et plus. On avait besoin d'à peu près 60 000 les gars. Pas évident d'aller chercher des commanditaires pour Équipe Québec. Tu sais, souvent, les commanditaires, ils veulent rien savoir d'une Équipe Québec, c'est tous des maudits fédéralistes. On réussit à trouver au moins 30 000 sur une période d'à peu près 6 mois. Mais à 3 semaines de l'événement, on a notre 30 000 mais ça nous coûte 60 000, 20 000 par équipe. C'est fournir tous les équipements pour les joueurs, les joueuses, les chambres d'hôtel, la bouffe, tout ça, puis c'est pas beaucoup de 60 000 pour 45 joueurs là, pour une semaine. Comme vous comprenez. Fait que j'ai écrit un courriel à Pierre-Carl 3 semaines avant l'événement, puis j'écoute Pierre, puis je le sollicite pas lui-même. J'écoute Pierre, on a un problème avec l'équipe Québec, il nous manque 30 000, on a 30 000 de ramasser. Ben, plus précisément, on avait 31 000. Là. Il nous manque encore 29 000. Ah, y a-tu quelqu'un dans ton entourage, une entreprise quelconque, que ce soit Vidéotron ou d'autres, des amis, qui pourraient nous aider pour financer ces équipes-là? On ne peut pas se présenter là avec des chandails tout croche puis des athlètes qui sont obligés de fournir de l'argent. C'est notre première... Il m'avait écrit comme 10 minutes après, occupe-toi pas de ça, Bob, c'est fait, c'est réglé, je m'en occupe. Wow. C'est ça, Pierre. Pierre, quand j'y ai parlé, écoute, j'ai écrit, merci beaucoup, Pierre, tout ça, j'ai téléphoné. Il dit, écoute, par exemple, à personne. Il dit, c'est personnel. Finalement, c'est la Fondation Pierre Pelado qui a mis 15 000 là-dedans, et puis Vidéotron qui a mis 15 000 là. Mais il a réglé ça, lui-là, en 5 minutes. Fait que les gens, tu sais, on a entendu dernièrement, ça arrive des fois, là. Ouais, il était-tu vraiment indépendantiste? Il s'occupe-tu vraiment du Québec? Pierre-Carl Pelado, l'indépendance du Québec, c'est sa passion première. Ça, je vous répète, ça, c'est des paroles que Julie Snyder m'a dit lors des élections à Saint-Jérôme, quand Pierre-Carl s'est présenté. Pierre Schneider, moi-même, la conjointe à Claude Veilleux, même Claude Veilleux travaillait sur du comptage là-bas à son bureau. Et puis, je me souviens pas, Claude, je pense que c'était venu toi aussi à Cabane à sucre, que Pierre-Carl avait invité tout le monde à Cabane à sucre. Oui, j'étais là, oui. Qui avait travaillé pour lui. Oui, j'étais là. Julie m'avait dit, elle dit, écoute, ça fait 2 ans. 2 ans que la seule passion que Pierre-Carl a,
puis qui me parle tout le temps, c'est la politique, puis qui veut se lancer en politique. Bon, c'est un gars qui s'est présenté en politique sans l'expérience d'un politicien. Mais moi, je pense qu'il a fait une bonne job. Il y a une chose qui est certaine. L'homme est charismatique, puis il fait peur aux fédéralistes. Fait que je suis pas mal certain, là, à 99,9 que ça arrive. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars? Écoute, moi, je pense que c'est quelque chose de souhaitable. Moi, ce que je disais un petit peu plus tôt en début d'émission, parce que c'est un sujet qu'on a abordé, je me demande si ce serait dans le meilleur intérêt des indépendantistes de continuer avec le véhicule du PQ ou de pas attendre après les élections puis de fonder un nouveau parti politique indépendantiste parce que... Ah, écoute, là, c'est ça, là. En arrivant... Ah, excuse-moi, en ça, arrivant... là, je vais te le dire tout de suite, là. Moi, là, mon idée, là, il y en a un parti, il est là, le Parti québécois. Là, refaire un autre parti, essayer de réunir les faux indépendantistes qui sont à Québec solidaire, les restants d'Option nationale, les autres du Parti indépendantiste. Faut-tu arrêter? Puis les maudits sondages, c'est de la crise de bullshit. Excusez mon langage, là, je vais me faire chicaner par le patron de Radio Infocité, là. Mais c'est de la bullshit, les sondages-là. Non, les vrais sondages, là, il y en a eu 4 l'année passée. Dans les 4, là, c'est des élections partielles. Le PQ en a gagné 2, les libéraux 1, puis la CAQ 1. Puis si on regarde le pourcentage des votes, le Parti québécois a eu 35%. Beaucoup plus que les libéraux, beaucoup plus que la CAQ, encore plus que le Québec solidaire. Ça, personne n'en parle, mais c'est des vrais sondages. Moi, je souhaite que tu aies raison, hein, mais moi, je te dis que... t'es tellement... Les défaitistes, là, reste avec... Depuis que j'ai entendu dire là, que t'étais devenu caquiste, là, T'es fait pogner, là! Non, moi, je pense que... Je suis pas tout seul dans cette situation-là. On est beaucoup d'indépendantistes qui sont extrêmement déçus de voir Lisée puis de la façon dont il mène son bateau au sein du Parti québécois. Il défend pas du tout, moi je trouve qu'il défend très très peu et très 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 mollement l'identité québécoise, alors que le seul qui s'est fait justement le défenseur de l'identité québécoise à l'Assemblée nationale et dans les médias, ça a été Legault dans les derniers mois. Et juste ça, déjà en partant, pour moi c'est symptomatique d'un gros malaise qu'il y a au sein du PQ. Tu es indépendantiste, mais tu veux pas défendre l'identité québécoise puis les valeurs qui animent notre société. Ben Chris, tu passes à côté de la plaque. Christian, c'est vrai ce que tu dis, mais il reste qu'avant ça, le seul qui avait été à la hauteur, ça a été Pierre-Carl Péladeau. Absolument. Parce que, écoute, absolument, mais il ne reviendra pas comme chef demain matin. Là. S'il revient demain matin, c'est pas Lisée. C'est ça, j'allais dire tantôt. J'ai entendu Lisée dire qu'il l'accueillerait à bras ouverts. Ben oui, comme un sous-fifre, comme un subalterne. Bob, c'est Claude. Tu sais, tu as évoqué les gens qui étaient à la cabane à sucre, là. Tout à l'heure, moi je peux te dire que si tu as écouté un petit peu le Journal du Soir avec François Saint-Louis dans les 2 derniers mois à peu près, là, François Saint-Louis a poussé quelques fois cette vanne-là en filigrane ici et là dans son Journal du Soir, et pas rien qu'une fois d'un possible retour de Pierre-Carl Péladeau. Et il se trouve que je connais la source. Puis je connais la source qui m'a dit que Pierre-Carl Péladeau revenait. Donc si ta question c'est pour me demander si moi je pense qu'il va revenir, moi je le sais depuis longtemps. Parce que je fais confiance à cette source-là. Est-ce qu'il revient pour les élections qui viennent ou pour prendre le parti après? Ça, c'est autre chose. Puis je t'invite à rester à l'écoute de ma chronique tout à l'heure parce que j'ai interviewé quelqu'un sur ce possible retour-là et je vais faire les 2 scénarios que cette personne-là m'a donné dans l'interview. Tu connais cette personne-là. Je ne la nommerai pas tout à l'heure en ondes, mais tu la connais très bien. Et je vais évoquer les 2 scénarios qui, pour Pierre-Carl Péladeau, par cette personne-là qui est hautement fort en tactique et en stratégie. Donc, je t'invite à écouter à la toute fin ma chronique. Elle va porter essentiellement là-dessus. Merveilleux. Écoute, là-dessus, c'est certain que il y a depuis un bon bout de temps, depuis plusieurs mois, là, quand je vois des indépendantistes solides là, qui décident de changer de chapeau et d'aller voter pour Legault,
Je comprends une chose. Je comprends que on veut sortir les libéraux de là. C'est la raison numéro 1. Ah non, mais je ne veux pas prendre la défense ici de Christian outre mesure, mais il y a une chose, le PQ, il n'y a pas rien que l'idée de porter le flambeau de l'indépendance ou pas qui peut éloigner les gens du PQ. C'est-à-dire que nous, on en parle souvent, hein, on n'est plus capable des libéraux bleu poudre au PQ. Non, on met l'indépendance de côté. C'est un parti qui s'est tassé à gauche, Bob. Mais donc, il faut absolument... Même si on ne quitte, comme moi, je ne quitte pas le PQ, contrairement à Christian, c'est que j'ai en somme à peu près avec lui les mêmes critiques. Elles concernent surtout le côté gauche-droite. D'être allé se peinturer avec la drague à QS, c'était une gaffe totale. Puis à un moment donné, tu as un capitaine, là, tu l'aimes pas voir prendre des mauvaises décisions comme ça. Rappelle-toi l'été passé, là, OK? Quand Lisée est allé faire son flirt avec les solidaires, là, et qu'il a fait plusieurs sorties publiques où il a dit, si vous êtes de droite, là, je veux rien savoir de vous autres. Vous n'avez pas votre place au PQ. OK? Puis ça, c'était pas nécessairement des gens qui flirtaient avec le Front National, là. Moindrement que t'es plus à droite, que t'es moins, t'es pas nécessairement, tu t'inscris pas parfaitement dans le moule socio-démocrate ou même plus à gauche dans le moule socialiste, parce que le vrai flirt, il se faisait avec l'équivalent du Parti socialiste français version québécoise et même plus extrémiste, plus crinqué que ça. Non, je peux te dire que le PQ est le Parti socialiste français. Ben écoute, Steve, moi je suis désolé, mais moi ce que je voulais, c'était un PQ qui ressemblait au PQ de PKP. C'est-à-dire un parti parapluie qui regroupe les différentes mouvances. Que tu sois à gauche, que tu sois au centre, que tu sois à droite, tout le monde pour l'indépendance. Moi, là-dedans, ça c'est un projet dans lequel j'embarque. Mais moi, si tu me dis, toi, t'es plus à droite d'Héry, je veux rien savoir de toi, ben fine, regarde, j'ai plus ma place. Si j'ai plus ma place, puis qu'on me dit que j'ai plus ma place, puis qu'on me pointe la porte, ben câlisse, m'en prendre la porte. Ah oui. Puis moi, je me classe dans les centres droits. Beaucoup plus à droite qu'à gauche. Il est là mon problème, il est là mon malaise, puis c'est la raison pour laquelle, Bob, je me ramasse là. J'ai déjà écrit sur la page à Bouvier, c'est là qui est à Saint-Jérôme maintenant. Quand est-ce que tu vas parler d'indépendance sur ta page? Il n'en parlera pas. Non. Écoute, il m'a pas répondu. Il n'a même pas le courage de répondre. Mais tu sais ce qu'il va te répondre? Il n'a même pas le courage de mettre de quoi sur l'indépendance. Mais tu sais ce qu'il va te répondre? En aparté, mettons que tu le rencontres sur la rue, lui ou un autre là, dans ce type-là, il va te dire « Ah, mais ça, là, il faut pas en parler. Là. Ça vient d'en haut. Là. Il faut pas en parler. Il faut pas pelleter des nuages. Là. » C'est ça qu'ils vont te répondre. Ils ont complètement... Là, tu sais, c'est pas un parti indépendant. C'est pour ça que moi, je pense que laissons... il faut que les libéraux débarquent. Moi, je pense de même. Il faut que les libéraux débarquent. Ah, ben oui. Bon. Avec le mouvement de foule, le mouvement que les Québécois suivent présentement, là, c'est débarquer les libéraux. Puis ils s'enlignent pas mal sur Legault, c'est vrai. Et puis, laissons Legault aller se frapper à la gueule, se faire cogner, puis se faire mettre à genoux par Ottawa. Ça va donner un élan à l'indépendance. Ben moi, je pense exactement ce que tu es en train de dire là. Moi, je pense que ça va être un deuxième beau risque. Dans lequel le PQ pas le PQ, mais la CAQ nous dirigerait. Et la dernière fois qu'on a eu un sentiment indépendantiste fort, c'était en 1987 avec l'échec de Meach. Moi, je pense que la meilleure façon de recréer ça, ben c'est la voie à Legault. Alors moi, je me suis souvent interrogé d'ailleurs il y a un caribou là. Je sais pas si ça surveille du jour au lendemain pour cesser d'en être un. Quand tu as une conviction profonde, moi, je pense qu'il essaye de jouer à longue balle. Moi, c'est ça que je pense. Peut-être que je me trompe, je suis peut-être dans le champ, là, mais moi, c'est ça que je pense. Je pense qu'il s'essaye sa longue balle. Parce que c'est la meilleure façon d'aller rallier un maximum de monde. Si tu manges une claque sur la gueule puis un coup de pied dans les chenolles, ben, à un moment donné, tu vas te relever puis tu vas dire « Hey, là, ça va faire. » Ça plaît, ça. Puis, moi, je pense vraiment là, que la tendance, puis on le sent, là, mais bien que les élections, c'est quand même, les gars, dans plusieurs mois, mais ça s'en vient, plusieurs mois, ça s'en vient vite. Et puis, faut plus voir la face à couillard, puis ça vient là, je suis plus capable, les gars. Plus capable. Bien d'accord avec toi. Ça n'a pas de bon sens.
Puis je suis plus capable de Québec solidaire non plus. Écoute, je suis allé sur le page l'autre fois. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été visité. C'est un nid de vipères. C'est des un extrémistes. blanc de Québec solidaire qui est en train d'écrire à quelqu'un, une personne qui identifie comme un péquiste. Les péquistes, vous êtes tous des blancs, puis les blancs, vous êtes tous des racistes. Eh ouais. Comme la gang de Lucam. Je me dis, mais voyons donc, ils sont rendus où, là, tu sais? Incroyable. Moi, c'est même pas ça. Ce qui me fait capoter le plus avec Québec solidaire, c'est de voir l'attention médiatique qu'ils peuvent avoir versus le Bloc, qui ont beaucoup plus de députés. Tu sais, on le dit souvent, le Pierre Schneider l'a encore dit cette semaine, mais comment est-ce que... Joujou. Oh, oui, tout à fait. Le PQ lui-même, Joujou de Radio-Canada, et on joue ces deux... Alors, c'est une partie, c'est-à-dire la stratégie du PQ, c'est pour ça aussi que c'était grave d'aller draguer QS. C'était vraiment dire à Radio-Canada, on est votre Joujou. C'est incroyable, c'est tombé dans un piège gros comme trois bras. Puis ce que tu disais au début de l'émission là, concernant Gabriel Nadeau, qui disait ça, qui dénonçait, il l'avouait. Il l'a pas dénoncé, il l'a avoué. Il disait comme un constat, c'est-à-dire que lui, il se dit, lui dans sa façon de voir les choses, c'est que les gens nous voient comme un parti pour contrer le PQ, alors qu'eux autres, ils voudraient être pris comme un parti sérieux qui est prêt à prendre en charge. Mais c'est ce qu'il dénonçait. C'est ce qu'il dénonçait. C'est un nid de vipères rempli d'extrémistes. Non, mais je veux dire, à la limite, ça, je peux non, mais lui, ce qu'il faisait, c'est correct dans une certaine mesure. Il joue sa game. Ce qu'il faisait, c'est simplement dire que pour avoir l'attention médiatique qu'ils ont, le deal, le marché, c'est d'attaquer le PQ. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Bob? Ah oui, écoute, je suis entièrement d'accord avec ce que vous parlez là, les gars. Et puis, moi, je reproche pas à Christian là, de son cap vers Legault. Bon, nous autres, on aime ça, il reprochait des fois. Débarquer les libéraux de là, puis histoire qu'ils se sentent que le coupables. PQ se regroupe, puis que Legault, soit à genoux devant Ottawa, puis s'aperçoive lui-même que toute la province... Mais il sait déjà. Moi, je suis convaincu qu'il sait déjà. C'est qu'il veut amener ceux qui ne le voient pas. Il veut amener ceux qui ne le voient pas il veut créer un momentum. Moi, c'est ça que je pense. Oui, c'est possible que... Écoute, il était probablement l'indépendantiste le plus convaincu il y a une dizaine d'années. C'est lui. Il ne change pas de même du jour au lendemain. C'est certain qu'il voulait avoir un pouvoir. C'est certain qu'il voulait devenir chef. Il est chef, là. Il va peut-être le devenir premier ministre. C'est l'artisan. C'est l'artisan du budget de l'an 1. Là. C'est pas n'importe qui, là. Là, je vois Eric qui fronce le sourcil. moi, quand on l'a tellement vu faire la job. Quand je rencontrais François Legault, quand Legault était au PQ, puis qui essayait de me dire qu'à l'époque, Alcan payait de l'impôt, là. Un petit peu de misère. Écoutez, je vais revenir sur ma chronique sportive, parce que c'est mes quelques minutes, là. Ben oui, absolument. Vous parlez de nos auditeurs, nos auditrices, on se parle ensemble, on sait qu'on n'est pas un poste sur le FM, on n'est pas commandité avec des gros salaires, on n'a pas de salaire, là. On fait ça vraiment pour notre passion qui est le Québec. Il te donne pas de salaire, toi? Et nos citoyens, hein? Il te verse pas de salaire, toi? Écoute, je vous le redonne à vous autres, les gars. C'est pour ça que vous avez eu une augmentation. C'est ça le bonus sur le chèque. 35% de zéro, ça fait pas grand-chose. Fait que des fois, on pense qu'on se parle juste entre nous autres, mais on a quand même des auditeurs. J'ai reçu une dame qui m'a envoyé un message, puis ça rapporte avec ma chronique sportive. Elle m'écrit « Bonjour, M. Sirois, je viens de découvrir la radio web Radio Infocité. Et j'ai écouté plusieurs de vos chroniques à l'émission des Chiens Fous. Je ne suis pas une amatrice de sport, sauf quand mes propres élèves de 5e année se préparent pour un tournoi ou une Olympiade. J'ai donc découvert le dossier du traitement des Québécois dans le sport en vous écoutant. Et cette situation me trouble grandement. Je ne pensais pas que la haine des Québécois était si profonde et avait été étiré ses tentacules si profondément. Ce qui m'étonne autant, c'est le peu de cas qu'en font les médias. De ça, on le sait. Hein. Là encore, on a plus raison d'être inquiet. Ben ça, c'est notre paye, hein, Bob? Hein? Ben ça, c'est notre paye, hein? C'est pour ça qu'on fait ça. Hein? C'est en plein ça. Fait que, là, à propos de l'équipe, le texte, c'est long, là. C'est une professeure d'école que vous connaissez peut-être, là, parce que je pense que c'est à Saint-Jérôme.
elle me dit, vous devriez faire une pétition qui s'adresserait à monsieur et madame tout le monde pour la faire parvenir au président de la Fédération internationale de hockey sur glace pour lui montrer finalement qu'il y a un appui aussi de la population québécoise pour une équipe Québec junior. Alors, les gars, on est écoutés, et puis je pense que vos chroniques, mes chroniques, réveillent des gens, et puis cette dame-là, la pétition, elle doit nous écouter ce soir, mais oui, elle va avoir lieu. Je laisse ça dans les mains de la Fondation Québec de s'occuper de ça, et quand elle sera mise en ligne, on l'annoncera ici à la radio, mais on va l'avoir passé un peu partout sur Facebook et Twitter et tous les réseaux sociaux. Ah ben c'est le fun d'entendre ça, franchement, là. Comme dit Eric, écoute, en soi, c'est une paye, fait que je trouve ça vraiment le fun d'avoir les propos, et on remercie énormément cette auditrice de ces bons commentaires qu'elle formule, qu'elle te formule, et indirectement qu'elle nous formule aussi à nous, le reste de la meute des chiens fous. Ouh, la meute! Oui, ben c'est ça, mais qui dimanche à 12h36. Ben les gars, je ne veux pas nommer son nom parce que j'ai pas parlé, fait que probablement que tu peux pas vraiment un message privé demeure un message privé. Alors c'est ce qu'elle m'a écrit, mais elle m'a écrit une douzaine de lignes, là. Mais en gros, le message, c'était ça. Fait que nous, c'est notre paye. Et puis, faut continuer, les gars. Puis, je remercie grandement cette dame-là. Fait que c'était ma chronique aujourd'hui. Nos auditeurs, auditrices, on est écoutés, les gars, puis ils nous donnent des idées. Pierre-Carl Pelado, merci beaucoup pour avoir sorti un 30 000 pour nos équipes Québec au hockey-ball. En passant, la catégorie hommes 18 ans et plus a gagné le championnat du monde contre le Canada. Les femmes québécoises ont terminé deuxième et ont perdu contre le Canada. Puis hommes master 45 ans et plus ont gagné le championnat du monde de cette catégorie-là contre la Slovaquie. Wow! Il avait déjà éliminé le Canada en semi-finale, le Québec, dans cette catégorie-là. Bob! Alors, puis les équipements étaient beaux, puis on n'a pas manqué d'argent, puis tous les joueurs et joueuses de l'équipe étaient vraiment... C'est un impact, encore une fois, que Pierre-Carl a fait à tous ces gens-là qui ne sont pas tous, loin de là, des indépendantistes. Hein? Oui, puis j'y étais au tournoi, là, au final et tout, là, puis j'ai super apprécié. Bon, c'est le fun. C'était bien organisé, ça recevait de Oui. On te remercie encore une fois pour ta chronique cette semaine, puis on se reparle sans faute la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, même poste. Ouais, puis on parlera peut-être de Pierre-Carl à ce moment-là, parce que j'ai comme ma boule de cristal, là. Vous savez, les gars, j'ai acheté une boule de cristal au marché aux puces à Saint-Eustache une vingtaine d'années, là. Puis elle fonctionne encore par moment, puis je pense que ça va être annoncé en fin de semaine. Marché aux puces Matters. Il est décédé, monsieur. Oui, c'est vrai, j'entends ça. Ah oui, je savais pas. Oui, absolument. Écoute, semaine prochaine, mon Bob, merci. Oui. Puis on passe bonne semaine, puis sortez vos claques parce qu'il pleut encore. Bye-bye. Bye-bye. Salut, Bob. On passe à une pause et on vous revient dans 2 minutes avec la chronique à fond de train avec Claude Vailleux. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. C'est Point de bascule. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique,
sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry. Vous écoutez radio-infocité.com. Puis le violon. Ah, ok, il y a un violon aussi. Il y a un violon, oui. Ah. On en parle souvent. Hein, la guitare et le violon, c'est-à-dire Django Reinhardt, que vous entendez là-dessus, le train qu'on entend, là, c'est... c'est sûr qu'il y a une contrebasse, là, dans le jeu, mais c'est de la guitare uniquement, et le violon de Stéphane Grappelli. Et il faut comprendre que Django Reinhardt, c'était Monsieur Tremolo. C'est-à-dire que même les musiciens de jazz américains là, avec qui il a joué, tout ça, là, n'en revenaient pas comment il pouvait remplacer une batterie de cuivre avec sa seule main droite et sa guitare. C'est fou, hein? Ah, quand il fait ce qu'on appelle les trémolos, tout ça, là, il est capable de faire sonner une guitare de toutes sortes de manières. Ben, on l'entend déjà ici, là. Ben, bien entendu. Et ce trémolo-là, il ne s'agit pas juste d'aller vite. C'est parce que pour ceux qui connaissent un peu la guitare, quand vous jouez de la guitare américaine, là, vous avez votre main qui est à côté sur la table de la... Là, ça te prend une technique flamenco avec un pic, finalement. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de reproduire ça, ce genre de truc-là. C'est une technique particulière. On a dû l'entendre une centaine de fois, mais à chaque fois, ça reste stupéfiant de l'entendre. Ce qui est bien avec Django, c'est que tu entends finalement du jazz américain, parce que c'est souvent sauf hormis ses compositions, c'est souvent des standards de jazz américains, forcément, avec t'as l'impression que c'est un Égyptien, ou tu sais, c'est quelqu'un d'oriental qui joue, parce que quand on sait au niveau de l'interprétation. Au niveau de l'interprétation, la façon de jouer de la guitare, c'est un peu comme un Algérien ou un Turc pourrait jouer de ses guitares avec les mains, c'est-à-dire en rond, là, un peu à la flamenco. Donc, c'est quelqu'un à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Les beautés de la diversité. Le musicien d'avant-guerre. Jacques Bernard est pas loin avec son multiculturalisme. Ah non, mais ça c'est le côté positif. Mais de toute façon, je sais que Claude, toi aussi, t'es d'accord. Tu sais pas, mais t'es d'accord avec moi. Tu veux nous ramener ton cours d'éthique et culture religieuse dans la gorge encore, là. Hey, d'ailleurs, il faudrait bien qu'on en parle, là. On en avait discuté avec Steve Fortin. Avec Steve Fortin qui... On était supposé leur parler à un moment donné. Moi, je t'ai dit, François, regarde, t'arranges ça, puis on va être là. Ben, j'y avais lancé, j'y avais tendu la perche. Tu retendras à perche, le rameau d'olivier pour parler dans ta langue de preuve d'éthique. Là. Avez-vous vu ma verge? As-tu vu ma verge? Ça, c'est une affaire religieuse, ça. As-tu vu ma perche? Hey, Claude. Salut. Fait que là tu veux nous parler de réelle politique, pas la politique à réel. Non, c'est pas la politique à réel, la réelle politique. C'est-à-dire, moi, il y en a qui peuvent me trouver agaçant là-dessus. Si on veut un pays, il va falloir fonctionner autrement que comme on le fait là. Ben, ça, je l'ai dit, je l'ai répété, il faut arrêter de juste penser que c'est la démocratie, puis c'est le référendum. C'est pas comme ça que ça marche. Tu sais que je te l'ai dit quand j'avais dit qu'il faut arrêter de jouer à risque. Hein? Les autres, les indépendantistes, on joue à risque, alors que nos adversaires, eux, font vraiment la guerre. On joue même pas à risque. Non, on est en dessous de ça. Twister? C'est ça, ça correspond bien à l'idée. Plusieurs ne prennent pas leur Imodium. On joue au Twister tout nu. Donc, j'ai interviewé quelqu'un qui, pour moi, il y en a quelques-uns qui réfléchissent comme il faut sur notre idée de pays. Dans celui-là, puis il m'a demandé de taire son nom parce qu'il prend un certain recul. OK. Tout ça, mais je vais commencer par lui poser la question suivante. Il dit, fais-moi en quelques points une feuille de route
que devrait mettre en place Pierre-Carl Péladeau s'il devait revenir. Bon, ben, ça fait suite à la nouvelle, là, comme quoi... puis moi, bon... Je sais que c'est sérieux, là, que Pierre-Carl Péladeau veut revenir, mais je suis pas dans sa tête. Je sais pas s'il veut revenir là tout de suite. Comme chef, j'ai pas de tuyaux à ce sens-là, mais des tuyaux comme quoi c'est sûr qu'il veut se réimpliquer, se réengager en politique, oui. Et ça fait à peu près 2 mois. 2 mois de ça. Qu'il l'a manifesté comme... Non, que je sais de source sûre qu'il l'a manifesté à cette personne-là en disant « Je n'ai plus de problème dans les pattes. » OK. J'ai réussi à tasser la situation problématique. C'est ça, exactement. Je n'ai plus ce problème-là dans les pattes. Okay. Bon, maintenant, j'ai dit une fois que je vais te... Là, j'ai jasé un peu avec cette personne-là. Le problème, es-tu rendu à V? Je voulais pas le dire. Oh, ben, je vais m'abstenir. Donc, en gros, finalement, en jasant avec cette personne-là, en premier lieu, ne souhaitait pas que cette personne-là se représente. Mm-hmm. Puis là, il m'a tout exposé ça avec tout. Et j'ai dit, veux-tu, je vais faire comme, même si on se connaît très bien, comme si je suis le journaliste, je vais te poser 2 questions. Ben, une question à 2 volets. Tu vas me dire, ce que tu voudrais que ce que tu voudrais de PKP, là. Mm-hmm. Okay? Comment tu veux, parce que sachant qu'il est propriétaire d'un média important et tout, donc comment tu voudrais qu'il agisse pour l'indépendance du Québec? Et ensuite, même si peut-être toi, ça te plaît pas là, en ce moment, tout de suite, comme ça, cette idée-là qu'il revienne pour tout de suite, j'ai dit, fais-moi quand même ce qu'il devrait faire s'il devait se présenter. Alors, on commence par le volet 1. Le volet 1, c'est selon lui, comment devrait se comporter Pierre-Carl Péladeau pour notre lutte pour l'indépendance nationale. Point numéro 1. Continuer d'insuffler plus de nationalisme au sein du Journal de Montréal. Le jour de l'élection, il faudrait que tous les chroniqueurs du Journal de Montréal appellent à ne pas voter ni pour le PLQ ni pour QS. Donc, dire de ne pas voter pour le Parti libéral et Québec solidaire. Comme la presse le fait. Hein? Ils peuvent appeler à voter Parti québécois, CAQ, ou ne suggérer personne non plus. Mais chacun devrait souligner que le PLQ et QS sont dangereux. Donc, c'est-à-dire œuvrer pour que, politiquement, dans ces médias, on martèle ce discours-là. Faire l'inverse de ce que, comme je disais, comme je l'élaborais, qu'est-ce que la presse puis les médias fédéralistes avaient fait un petit peu lors de la dernière campagne électorale québécoise, où la presse se prononçait ouvertement, de dire non, il faut pas appuyer un parti nationaliste avec des idées racistes, réductrices, blablabla. Donc, c'est-à-dire pour lui, pour cette personne-là, il demanderait à PKP à l'extérieur de l'arène politique d'agir comme ça pour son point 1. Pour le point 2. Bien d'accord. Multiplier ses prises de position publique, comme il le fait, là. Hein. Il doit se montrer très féroce face à Ottawa, face au Parti libéral du Québec, parler de Netflix, Uber, Bombardier, etc. Toujours être là, omniprésent. Autrement dit, il ne se range pas du côté des Yves Boisvert qui voudrait qu'il se taise. Hein. Parallèlement, il continuerait de dire, pour la forme, qu'il est solidaire du chef du PQ, mais va beaucoup plus loin que lui, que ce chef-là, qui est à l'occurrence Lisée, dans le discours. Donc, il le soutient, mais en réalité montre que c'est lui l'avenir. Et là, on parle de quelqu'un qui parle en termes de stratège et de vrai tacticien, là. Quelqu'un de très, très cultivé, là, d'accord? Donc, ces termes-là sont importants. Donc, il le soutient, mais en réalité montre que c'est lui l'avenir. On voit tout de suite là, qu'il y a un discours là, de quelqu'un qui a lu beaucoup les vrais textes qu'on doit lire pour amener un État vers un pays. C'est lui qui peut mener le combat. Donc, c'est de faire, c'est-à-dire de soutenir le PQ de l'extérieur, de faire son jeu par ses médias, par ses propres interventions, mais de montrer par tout ça que même s'il soutient le chef du PQ et tout ça, que c'est lui qui représente l'avenir. Point 3. Il monte une équipe d'action. Ça, c'est le point qui manque selon moi et selon cette personne-là. Bon, il le dit, là. Il monte une équipe d'action, des penseurs, des stratèges, des tacticiens, des organisateurs, etc. Il se prépare. Point 4. Il passe son tour cet automne. Donc, pour lui,
c'est ce qu'il souhaite. Je suis tellement d'accord avec cette personne-là. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Attends un peu. Oh. Il passe son tour cet automne. Ben peut-être, tu sauras me dire. Ouais. Point 5. Ouais, après l'élection, il dit que le PQ est mûr pour un électrochoc complet. Qu'en face de la situation présente, et là on comprend très bien par ce qu'il dit qu'il pense que ça ira pas bien pour le PQ. D'accord? Donc après l'élection, il dit que le PQ est mûr pour un électrochoc complet. Qu'en face de la situation présente, il s'offre aux militants souverainistes pour reprendre le gouvernail et faire la refondation qui s'impose suivant 3 impératifs. Le premier, la construction constante de notre État-nation. 2e point, l'enrichissement des Québécois. 3e point, que les forces nationalistes se rassemblent au sein d'une grande machine de guerre, qui pourrait être toujours le PQ, là, d'accord? Pas nécessairement obligé. Il faut, autrement dit, recentrer le PQ selon lui. Donc, entre-temps, entre le point 2 où je lui ai demandé son avis sur pris comme ça, là, si on n'a pas le choix, puis qu'on se ramasse avec un Pierre-Carl Péladeau qui veut être chef du PQ avant les prochaines élections. Supposons que ça réussisse à se produire, là. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Entre-temps, c'est qu'il me faisait part de son étude des sondages. Il dit, par exemple, avec le sondage d'hier, la CAQ est à 56 sièges. Les libéraux à 49, le PQ à 12 et QS à 8. D'accord? Si, bien entendu, le PQ est selon lui, à 2 doigts de ne plus être reconnu comme un parti en chambre. C'est un sondage de qui, ça? Donc, mais c'est parce que c'est quand tu prends tous les sondages puis que tu t'en vas sur les plateformes qui analysent tous les sondages et qui font des projections. Il y a des firmes comme ça. Là, tu te fies pas sur un sondage. Et cette personne-là, c'est pas une personne naïve. C'est pas quelqu'un qui dit « il y a un sondage, le PQ coule. » Donc, mais il y a des raisons structurelles que cette personne, comme moi d'ailleurs, ce qui arrive en ce moment dans les projections, c'est prévu. C'est prévu par la suite logique des prises de position du PQ. Absolument. Puis de ce qui arrive, des événements qu'on contrôle, puis les événements en politique, il y a les événements qu'on contrôle, puis les événements qu'on ne contrôle pas. Mais là, on parle des événements qu'on contrôle, des éléments qu'on contrôle et qu'on a fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Ah ouais. Alors, donc, on jase comme ça. C'est action-réaction. Et sans Pierre Lalonde. Et il dit cela. Ce sondage a été fait au début de janvier. Là, il parle d'un particulier, soit avant les annonces de Cloutier, Léger, avant l'annonce des départs de Cloutier, Léger, etc. Il dit un sondage léger est supposé sortir bientôt. Il a été fait pendant la vague d'annonces de départ. Ça va être catastrophique pour les péquistes. Parce qu'il faut comprendre, on peut croire ou pas dans les sondages, mais les sondages sont là pour formater l'opinion publique. Alors, quand vous allez voir, là, dites pas après ça qu'on croit au sondage. Quand vous allez voir le sondage de Léger sortir et qui sera encore plus catastrophique que les 18% qu'obtient le PQ maintenant, ben vous allez savoir que le sondage a été effectué dans la passe où Cloutier, Léger, etc., démissionnent, c'est-à-dire ne se représentent pas. Donc, il faut l'interpréter comme ça, et ça contribue ensuite à conforter les gens dans les positions qu'ils prennent et l'idée qu'ils se font d'un parti ou un autre. Ça ne veut pas dire qu'on croit les sondages. Les sondages sont là, bien entendu, simplement pour mesurer une opinion à un moment précis. Bien entendu, un parti qui veut réussir peut continuer puis faire fi des sondages. C'est normal, c'est leur lot. Donc, on n'est pas des naïfs en disant ça. Maintenant, ce que j'ai demandé à la personne, c'est le point 2. Donc, j'ai dit, si PKP se présente maintenant, quelle feuille de route tu lui dresserais? Quels seraient tes conseils pour Pierre-Carl Péladeau qui revient vraiment, qui n'attend pas les prochaines élections, là. Autrement dit, qui n'attend pas que le PQ se casse la gueule, là. D'accord? Donc, il dit ceci. Scénario idéal d'un retour de PKP comme chef du PQ avant l'élection d'octobre 2018. Point 1. PKP multiplie les sorties nationalistes, qui vont beaucoup plus loin que ce que dit Lisée. Il vise le fédéral, Couillard et QS, et tient un discours axé sur la construction du Québec et l'enrichissement des Québécois. Il fait complètement abstraction de Lisée, n'en parle pas,
S'il se fait questionner sur ce qu'il pense de Lisée, il répond que Lisée fait ses choses, lui dit ce qu'il veut et que le PQ est un grand parti. Donc, il fait de la politique, quoi. Il doit parler en chef et ignorer Lisée sans jamais l'attaquer directement. Là, on fait ce qu'on appelle de la tactique, là. D'accord? Ensuite, point 2. Point 2. Il s'entoure de gens sérieux, prêts à monter une machine de guerre rapidement, parce qu'il faut que ça se fasse rapidement, parce qu'il reste 8 mois, d'accord? Il va aussi chercher des hommes d'affaires, des gens respectés et sérieux qui comprennent la game, entre guillemets, la partie, et sont prêts à en découdre avec Ottawa, sans quoi ça sert à rien. Il faut que tu n'arrives pas seul. Il faut que des gens soient prêts vraiment à découdre avec Ottawa. Par exemple, juste sur ces dossiers-là qui ont été laissés à l'abandon par le PQ, c'est incroyable. C'est-à-dire, tout ce dossier-là des taxes non perçues par le commerce électronique, les Netflix et autres, c'était le rôle du PQ vraiment, et c'est Pierre-Carl Péladeau qui va de chambre de commerce en chambre de commerce défendre ça. Et les gens, tout ce qu'ils vont trouver à dire, ouais, mais il défend ses intérêts. Oui, mais c'est une compagnie québécoise. C'est pour ça, pour tu sais un peu, je m'en fous. Je m'en fous, c'est une compagnie québécoise. Si personne d'autre le fait, lui, comme chef de Vidéotron, n'a pas le choix de le faire. Et s'il fallait, même si ce n'était que pour cela qu'il se présente en politique, déjà, ce serait un point pour moi positif. Mais bien entendu, on ne s'attend pas qu'à cela. C'est une forme d'amateurisme de ne pas avoir récupéré ça de la part de Lisée. C'était assez simple pour le Parti québécois de sortir et dire, nous, ce qu'on va faire, on va bien entendu imposer, c'est-à-dire obliger Netflix à charger la TVQ, mais non seulement la TPS que nous allons ramasser, la portion de la TPS, ce qui est tout à fait faisable. Il n'y a rien d'infaisable dans ces domaines-là, et il faut être vraiment... Et là, on a vu tous les autres partis, même Marceau. Quitte à être illégal. Non, t'es pas illégal. Tu le fais, ça se fait très légalement, ça. Et on a vu même Marceau dire, ouais, mais c'est vrai que eux, ils voulaient arriver avec un plan, ils voulaient pas passer pour le parti qui taxe. Hein. C'est toujours 10 coups derrière. Ce qu'on reproche au PQ d'être un parti qui ne sait qu'arriver au pouvoir est taxé, comme on l'a vu, là, Valérie Plante qui arrive puis qui ne sait que taxer. Hein, tu vois? Ils n'ont pas d'autre choix que ça. Ça chiale, ça gueule. Ça se présente à gauche, ça prend le pouvoir, ça augmente les taxes. Tu disais quoi, Claude? Comme le PQ... Parti socialiste. Voilà, exactement. Il se comporte, ce parti-là, comme le Parti socialiste français. Donc, son point 2... Il s'entoure de gens sérieux, prêts à monter une machine de guerre rapidement. Il va aussi donc chercher des hommes d'affaires, des gens respectés et sérieux qui comprennent la partie et sont prêts à en découdre avec Ottawa. Donc, je disais, c'est moi qui parlais, que sans ça, ça ne marchera pas. Ce serait là des candidatures potentielles. Tu présentes les gens, et ensuite, ça peut ou pas être des candidatures potentielles. Ensuite, point 3. Toujours dans l'optique où PKP revient pour les élections de 2018. Là. À peu près au même moment, et là, c'est la stratégie. Là, on tombe dans la stratégie. C'est-à-dire, on tombe dans le politique, dans le truc arrangé, parce que la politique, c'est arrangé avec le gars des vues. D'accord? Donc, il y en a qui vont dire que c'est machiavélique, mais c'est ça que vous avez, là. Vous avez des gens, le Parti libéral, qui, autant au niveau fédéral qu'ici au Québec, qui agissent de façon machiavélique, qui vous font croire, quand vous écoutez, qui vous font croire que quand vous écoutez, par exemple, Anne-Marie Dussault, là, est peut-être souverainiste, là, alors que vous faites entuber, mais de A à Z en écoutant nos médias de masse. On n'a pas le choix de jouer la même game qu'eux autres. Là, ils supposent la même game. C'est-à-dire qu'à peu près au même moment, Léger Marketing sort comme par hasard des sondages dévastateurs pour le PQ et Lisée, tandis que les chroniqueurs du Journal de Montréal critiquent Lisée. Évidemment, il n'y a aucun lien. Donc, ça, c'est de la politique politicienne pour dégommer Lisée. Oui. Tu sais, c'est dans l'optique où il veut prendre la place de Lisée. Revenir, là, sans passer, bien entendu, par une maudite course à la direction. D'accord? Moi, je suis contre ça pour toutes sortes de raisons. Je l'ai expliqué souvent, on sort les vidanges. 4. Il approche certains députés péquistes, ceux qui seraient les plus susceptibles de voir que Lisée s'en va nulle part. Il s'offre à eux. En même temps, il va rencontrer Lisée et lui fait savoir qu'il pourrait reprendre les armes au besoin, sans plus. Point 5. Réunion du caucus. Les députés pro-PKP font comprendre à Lisée que rien ne va plus. Ils font aussi entrevoir la liste des gens qui seraient prêts à embarquer à condition d'un changement à la chefferie. La solution proposée, le retour de PKP. 6. PKP revient.
plébiscité. Pas de course à la direction, là, d'accord? Plébiscité. Lisée devient son numéro 2. PKP axe le tir sur les libéraux. Ottawa EQS, il garde le programme tel quel, n'est donc pas engagé à tenir de référendum, mais tient un discours beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus fort. Le but est de vider la CAQ. Mais dans tous les cas, pas certain que certains de ces points importants-là vont être effectués. Juste de même, il fait quoi avec son entreprise? Il a mis ça en fiducie? Il n'y a rien à changer. Il a réussi à faire de la politique, il pouvait, là, il peut encore. OK. Puis le truc, là, c'est moi qui vais parler. Toutes les âmes sensibles et les bonnes heures, il les envoie promener. Merveilleux. Ah, moi, j'aime ça. Si tu fais un 10e de trompe, c'est juste correct. Les gens vont t'aimer puis vont voter pour toi. T'en as envoyé un petit peu chez le bonhomme. Ça fait du bien, ça. Exactement. Merci, Claude. Ça fait plaisir. C'est la fin de notre émission, mesdames, messieurs. On espère que vous avez apprécié. On avait du contenu. On manque de temps. C'est tout le temps ça. C'est fou. On a 2 heures. On avait 1h30. On est rendu à 2 heures. Les 2 heures, on te la rentre, mais serré. Moi, on va faire demander 3 heures à François à un moment donné. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, on vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute. On vous demande de rester sur notre antenne, puisque dans un instant, c'est le Journal du Soir avec François Saint-Louis. Et François, ce soir, a un invité. Il a nul autre que Carl Brochu, qui est l'ancien président de la Société nationale des Québécois pour la région Chaudière-Appalaches. Donc, il va l'interviewer sur un paquet de sujets. Ça promet d'être intéressant. Restez en ondes. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Bye tout le monde. Salut tout le monde. Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com.